Bonjour et bienvenue sur Benzaï. Chose du. Je suis avec l'homme qui aime tout le monde mais que tous n'aiment pas. Julien Chiez de Gameblog. C'est une très mauvaise intro. Hein. Je ne t'aime pas, Benzaï. Mais il y a des gens qui ne m'aiment pas aussi. Mais par contre, j'ai pu remarquer quand même que dans ce deuxième épisode que nous avons enregistré avant le 3, eh bien les commentaires étaient beaucoup plus assagis. Oui, c'était même cool. Voire même consensuel. Donc du coup, je me suis dit non, là il faut quand même. Attention, là on va se clasher là aujourd'hui. Je le sens, je le sais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on n'est pas d'accord parce que justement, je t'ai demandé d'ouvrir le Top Gameblog, les Gameblog Awards de l'E3 2014 et oulala, il y a de la cogitrance. Le spectre de la cogitrance plane sur ce Top Gameblog. Et donc du coup, on va en parler. Déjà, est-ce que le 3, toi, sur le terrain, est-ce que ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé. Nous, on a trouvé que on a vraiment vécu le 3 à fond. On a trouvé que c'était un très bel E3, évidemment, moins marquant, moins historique qu'un E3 où on dévoile des consoles. J'ai envie de dire, c'est normal. L'année dernière, c'était historique. C'était un peu, en plus, la guerre des consoles. Ah oui. Même si les gens sont un peu hypocrites, mais rêvaient avec des tacles ici, là, voilà. Donc, on savait avant même de partir qu'on ne revivrait pas la même chose cette année. Néanmoins, franchement, la quantité de jeux et la qualité de la plupart Ça, c'est vrai. est ahurissante. Et justement, quand j'entends, et ça je l'entendais déjà dans les travées du Convention Center, et ça a grossi depuis, ouais, super, mais le 3, c'était un teasing de 2015, etc. C'est faux. On vous ment, faux spoiler. Non, pas du tout. Moi, c'est ce que j'avais dit sur Sony. Ouais, mais alors franchement, regarde, moi j'ai fait un petit décompte, mais même pas exhaustif, hein, des jeux qui vont sortir d'ici maintenant à la fin de l'année. À Noël, ouais. J'en ai déjà plus de 40, et parmi les 40, il y a des trucs qui déglinguent, mais vraiment. Il y en a en démat, comme par exemple les Soldats Inconnus, Oui. qui a l'air vraiment chouette. T'as Destiny le 9 septembre, t'as Hyrule Warriors pour les fans, etc. À la Muso, machin, en septembre aussi. T'as des jeux de caisse qui ont l'air cool, le Forza Horizon 2 est vraiment top. T'as Alien Isolation, que j'ai beaucoup aimé. T'as Evolve en octobre. Franchement, Evolve, moi ça Oui, ça risque d'envoyer, ouais. c'est super bien. T'as Battlefield Hardline, qui est quand même à peu près le seul truc potable que Electronic Arts nous a monté cette année. Mais c'est le seul truc qu'ils avaient. Je pense même qu'ils ont fait ce mode de Battlefield 4 pour compenser le fait qu'ils n'avaient rien à montrer. Ah bah je pense qu'on va revenir tout à l'heure là-dedans, mais alors, Electronic Arts, je trouve qu'ils ont traversé le salon. Mais tu vois, je pense que... Le foin qui traversait le truc. Alors, on appelle ça des tumbleweed. Voilà. Des tumbleweed. Et du coup... Comme ça derrière. Mais attends, c'est pas fini. Far Cry 4. Oui, ça a l'air cool. Ça a l'air super cool. Pokémon Ruby Omega pour ceux qui... Voilà. Smash Bros. Alors moi, Smash Bros, franchement, je suis pas un fanatique. Mais alors là, j'ai trouvé que c'était super complet, super beau, super péchu, super cool, vraiment. Même leurs petites figurines sont vraiment bien. Ouais, alors les figurines, le truc, c'est que du coup, j'ai fait ah putain, bande de salauds, vous faites des Skylanders. Puis après, tu vois la gueule des figurines, tu fais ah merde, putain, il y a Samus et tout, je suis obligé de l'acheter, merde. Et du coup, ouais, là, ils m'ont par les sentiments, c'est vraiment des salopards parce que c'est très vicieux, quoi. Et ouais, clairement. Puis alors là, c'est Prince Monet, mais alors, à plus savoir qu'en faire. Exactement. Il y a Assassin's Creed Unity, qui franchement. Ouais, la coop a l'air géniale, ouais. Le coop a l'air mortel. Et puis même, bon, après, ça c'est un peu cocorico, machin, mais on est français. La Révolution française, moi, c'est une période historique qui, dans l'absolu, me fascine. La voir, le jeu, enfin, j'ai envie de te dire, déjà, tu kiffes. Et ensuite, moi, j'ai eu une présentation vraiment behind closed door avec des choses un petit peu en plus par rapport à ce que vous avez dû voir à la conférence, etc. Ouais. Mais t'as jusqu'à 5000 personnes dans les rues et tout. Enfin, ça, c'est vraiment du jamais vu. C'est super bien foutu. Il y a encore des petits points. Moi, je trouve que les combats sont encore un petit peu mou. Bah, le mec s'est un peu foiré sur la démo solo chez Ubisoft. Par contre, la démo coop qu'on avait vue chez Microsoft envoyait bien du pâté. Malgré le fait que, bon, mais du coup, j'ai vu toute une armée de gens qui se sont outrés du fait que c'était pas normal qu'on puisse pas jouer avec une femme. Et du coup, Ubisoft a expliqué que, en fait, c'est parce que, étant donné qu'en fait chaque joueur derrière sa console joue avec Arnaud, c'est juste que tes coéquipiers tu les vois en tant qu'hommes. Du coup, en fait, tout le monde a les mêmes animations en gros, et donc du coup, ça crée tout un problème parce que oui, c'est pas normal, etc. Donc c'est bon, c'est un peu dommage parce que du coup, ça a un peu repris le débat sur par rapport à ça, alors que par contre la coop avait l'air vraiment novatrice et excellente. Mais je trouve que c'est vraiment
une fausse polémique à la con. Je trouve que Ubisoft a très mal répondu. Ne débattons pas de ça, par contre, pas sur YouTube. Non, mais franchement, Ubisoft a mal répondu. Quand ils ont expliqué oui, mais ça nous aurait demandé beaucoup plus de temps, etc. Et puis tu as l'un des seniors animateurs qui, 2 jours après de Assassin 2, a dit oui, bah, ça aurait pris 3 jours. Leur réponse n'est pas terrible. Mais cela étant, on peut pas taxer quand même, enfin, je trouve, Ubisoft de sexisme ou d'antiféminisme, etc. Et ils ont mis une héroïne des Assassin's Creed. Oui. C'est une femme. Et en plus, c'était une femme forte, etc. Après, effectivement, on peut trouver dommage qu'il n'y ait pas de femme. Mais enfin, j'ai l'impression, mais c'est un peu dans tous les médias pareil, que c'est la course à la fausse polémique un peu à droite, à gauche et machin. Et je trouve que c'est un peu le rançon du succès d'Ubisoft, qui a fait un super E3, et qui forcément, bah, quand tu commences à monter, bah, on essaie de te taper, on essaie de te trouver des faux trucs. Voilà, bon, Assassin's Creed Unity, en tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé. Néanmoins, on posera la question de où est passé Assassin's Creed Comet. Oui, alors ça c'était la grosse question. Où est-il? D'où vient-il? Que fera-t-il? Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est en train de prendre, parce qu'il existe, hein, ça je peux vous le dire, hein, et Mhm. comme ça là, les yeux dans les yeux. Je pense qu'il est en train de prendre le chemin, tu sais, du Prince of Persia qui est venu après le Prince of Persia en cel shading, Oui, qui oui. est complètement sous le radar et qu'on Qui, a sorti un peu en catémini. qui Hop, arrive hop, dans les magasins avant les tests. il est là! Oh, bah vous le saviez pas? Bah, il est là! Et bah, je sens que Comet va prendre le même chemin. Alors moi j'ai ouï dire, de par les papillons qui papillonnent à mes oreilles, qu'il y avait des niveaux multijoueurs qui se passeraient eh bien, dans la Seconde Guerre mondiale. De part, alors c'est pas des infos en toc ou en mousse hein, que j'ai reçu, c'est de l'inside, de l'inside, de l'inside. Malheureusement, je ne peux pas citer mes sources, et donc même si l'État français m'arrête, j'ai le droit constitutionnel de ne pas citer mes sources. Mais mais ouais, alors apparemment il y aurait ça. Alors est-ce que c'est justement, hein, je ne sais pas si c'est du Unity ou si c'est justement, ce sera peut-être le twist qui te fera quand même acheter l'Assassin's Comet si t'as déjà l'Unity, c'est qu'il y aura la petite friandise World War II. Ce serait logique. Ce que je peux te dire, c'est que mes sources m'ont parlé de ça aussi. Donc j'ai envie de dire, ça commence à converger. Sur le salon, je n'ai rien vu de tel. Dans les discussions que j'ai pu avoir, ça n'a pas été évoqué, avec les développeurs là en l'occurrence. Mais on m'a aussi parlé de la même chose, mais moi mes sources n'étaient pas... Enfin c'était... Je ne sais pas aujourd'hui si c'est dans Unity, dans Comet ou dans un futur Assassin's Creed. Peut-être le PS Vita. Ah bah putain, ouais, la pauvre Vita là, c'est un remote control de luxe maintenant de la Alors, PS. ouais, et puis, enfin, ou alors elle sort sans écran bientôt en Occident avec la PlayStation TV qui te permettra donc de jouer, j'imagine, à Uncharted Golden Abyss en 540p sur ta grosse télé de 80 cm. Ça a pas l'air chouette ça. J'ai envie de dire pour nous Français qui avons quasiment tous des box, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays avec de la VOD partout, etc. L'intérêt est quand même assez minimal, hein. Enfin, ça m'a pas enthousiasmé enfin, je n'ai pas eu de pulsion d'achat particulière sur la PS Vita TV. Bah, c'est une PlayStation Vita sans écran. C'est un peu comme tu sais, il existait ce faux trailer pour la One DS là, qui jouait au jeu. C'était genre un concept, proof of concept où tu avais juste un écran et en face, et en fait tu le branchais sur une télé. Et finalement, c'est ce qu'est la PlayStation TV. Après, le truc, c'est que je pense que ce qui aurait été bien de faire. En fait, c'est cool de sortir ça pour un marché. Ça aurait été bien du coup d'ouvrir en VOD, enfin du moins en téléchargement, le catalogue PS Vita qui est complètement à l'abandon sur PS4 à partir d'un certain temps, qu'on puisse jouer à Gravity Rush, à Golden Abyss, à ces trucs-là. Quoi. C'est peut-être ce qu'ils feront avec le PlayStation Now, hein. Parce que ça, je crois beaucoup plus dans les capacités du PlayStation Now que la PS TV, hein. Ouais. Mais effectivement, c'est quand même triste pour la Vita, qui je trouve est une super console, mais qui définitivement là, est mis de côté, quoi. Pas... Ah bah oui, là c'est clair. Donc du coup, tiens, qu'est-ce que t'as vu en Behind Closed Door que bah, justement je n'ai pas pu voir, même si franchement j'avoue que là, plus que jamais, on a vraiment eu droit à des streams en HD dans tous les sens. Il y a des vidéos en 60 fps qui circulent de partout, des jeux Nintendo et tout, donc tu vois vraiment des trucs, t'en prends plein les mirettes. Qu'est-ce que t'as pu voir en Behind Closed Door qu'on n'aurait pas pu voir, nous, simples paysans, et qui t'a vraiment retourné le steak? Eh bien, tu es prêt pour la Cogitrance? Ah non, 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 mais non, mais si c'est pour me parler de Metal Gear,
Mais parce que tu l'as pas vu, les 35 minutes de Ah Metal ben Gear. non, Ah, ce que j'ai vu, c'est comme tout le monde, un espèce de trailer avec un mec qui braille et c'est horrible. Uniquement pour fanboy d'ailleurs, en mode oh regarde ce personnage là, en fait il avait perdu un orteil et puis du coup en fait on le retrouve plus vieux, maintenant regarde machin, il a une moustache. c'est On s'en quoi, bat les couilles. Enza, je vais être honnête avec toi, c'est pas le trailer qui m'a le plus enthousiasmé des Metal Gear. Ah ben j'espère. Non. Euh, je trouve qu'il t'embarque moins que le précédent, par exemple, qui, avec ses différents personnages, sa musique, etc., a été plus efficace. Néanmoins, ce que j'ai Oui, pu voir en Behind Closed Door, là, donc c'est 35 minutes d'une mission en Afghanistan, plus une partie non négligeable sur la Mother Base. Oh, ouais. franchement, c'est mortel. Alors, ce qui me fait marrer, c'est le truc qui va faire que certains vont détester ce jeu. C'est-à-dire, tu sais, Ground Zeroes, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le trouve court ou pas, à la limite, Ouais, ouais, c'est très premier degré quand même. ouais. Très sérieux, très dur, etc. Ce qui, quelque part, est assez différent de ce qu'on connaît des Metal Gear, où tu sais, il y a toujours des petites touches d'humour, Ouais, bien parfois sûr, ouais. des et machin et tout. Bah c'est assez nanar, hein. C'est de retour, en fait, dans Phantom Pain. Et alors, pour ceux qui ont joué à Peace Walker, en fait, MGS Phantom Pain, c'est un peu Peace Walker 2. Ça veut dire que c'est les mêmes rouages de gameplay avec, tu sais, les ballons Fulton, où tu pouvais, pour te constituer ta Mother Base, qui est en fait un peu ton QG, et ben, il faut que tu récupères des soldats sur le champ de bataille, tu les endors, clac, ou tu sais, tu les menaces, et puis tu leur mets un ballon dessus, toc toc toc, et ils sont emmenés dans le ciel. Et ils sont envoyés dans ta Mother Base. Après, ils ont des stats, etc. Tu peux les envoyer sur le champ de bataille, etc. Machin. Sauf que là, ils ont poussé le délire à, tu peux le faire avec les soldats, mais tu peux le faire aussi avec des équipements, c'est-à-dire des jeeps, des tanks, des super conteneurs, etc., pour avoir des capacités supplémentaires, etc. Et tu peux le faire avec des animaux, avec des chèvres, avec des chevreaux, machin. Et Non, un donc, chien. ouais. Et donc, tu fabriques comme ça ta Mother Base, plus tu as de personnages, plus tu as d'équipements, plus elle devient énorme. Et alors, du coup, j'ai pu m'entretenir avec Hideo Kojima. Et je lui ai demandé, mais alors, ça a l'air d'être presque quasi infini, c'est quoi vraiment les mécaniques, etc. Parce qu'à la fin de notre présentation, en fait, la Mother Base, elle était attaquée. Et on partait comme ça. Et les mecs disaient, mais on vous dit pas ce que c'est, machin. Ah. Et en fait, le truc, c'est que l'une des composantes multijoueurs de MGS5 Phantom Pain, ce sera qu'à tout moment, toi, tu seras en train de jouer. Ah oui, un peu à la Watch Dogs, quelqu'un peut envahir ta Mother Base et c'est à toi de la défendre. Sauf que dans Watch Dogs, finalement, hormis le trailer, ils l'ont pas fait. Et là, vraiment, bah, quand tu seras. Enfin, vraiment, attention, on va attendre le jeu final, mais enfin, normalement, ça en prend le chemin, puisque c'est l'un des core gameplay du jeu. Ouais, Quand ouais. tu seras en train de jouer, tu auras une alerte sur ton petit truc, et tu verras que tu as des joueurs qui seront en train d'attaquer ta Mother Base. C'est pour ça que ce sera important d'avoir de l'équipement et des soldats, parce que comme ça, ils pourront le défendre pendant que tu n'es pas là. Ah. Aller défendre ta base, et même aller attaquer d'autres bases. Et tu pourras le faire, et le commander et tout, de ton smartphone, ou de ta tablette, etc. Mon cul, C'est quoi. un petit jeu dans le jeu. Ça peut être vraiment cool. Et moi, ça m'a rappelé Suikoden. Tu l'avais fait, Suikoden? Alors non, moi j'ai pas joué au Suikoden, mais par contre je suis bien renseigné dessus, j'ai vu des potes y jouer, etc. C'est juste que je les ai pas fait moi tout seul dans mon canapé. Bah, Mais je vois très bien de quoi tu c'est parles. en 2D, en 2D, donc ça a moins Oui, il y avait vieilli. des personnages, ils étaient un marchand, un cuisinier, etc. C'était top. C'était top parce que du coup, ça créait vraiment une petite vie dans le jeu, annexe, un jeu dans le jeu, où chacun avait leurs occupations, leurs Mhm. trucs. Là, par exemple, dans la présentation qu'ils nous ont fait, bah, les mecs s'organisaient, ils avaient créé des stands de tir, donc ils s'entraînaient, tu peux aller les voir, les aider à s'améliorer, toi aussi participer au jeu, etc. Donc franchement, le truc a l'air quand même assez énorme. Et dans la présentation, on va dire, principale de la mission en Afghanistan, c'est là où tu te rends compte quand même, ils nous ont montré une manière de procéder et que c'est, mais en termes de liberté offerte dans un monde ouvert, bon déjà c'est énorme, c'est vraiment au secours. En même temps, c'est pas surtout plein de cailloux et de chameaux, quoi. Bah, des chameaux je n'en ai pas vu, mais des chevaux oui, qui faisaient leurs besoins d'ailleurs. Chose que dans Red Dead n'est jamais arrivée une seule fois, hein, en 70 000 heures de jeu. Ah, mais peut-être que Justement, dans une cinématique finale, ton cheval meurt d'une occlusion intestinale. Hein. c'est possible avec Kojima. Et donc, moi, j'ai trouvé justement, pour ceux qui ont aimé Red Dead, qu'on retrouvait un petit peu ce souffle avec une musique assez légère. Le climat change en temps réel. Il y a des tempêtes de sable qui approchent. Tu peux faire avancer le jour et la nuit avec ton cigare. Et du coup, tu cales tes trucs, genre tes objectifs. Tu te dis, attends, de nuit, ce sera mieux parce que je regarde les rondes, etc. Alors, tu fais avancer le temps. D'accord. Ouais. Mais si tu fais avancer le temps trop longtemps, le mec que tu es censé sauver, bah, il meurt parce que le mec il peut pas manger, il peut pas vivre Ah, 3 jours, machin. Donc
franchement, les possibilités ont l'air vraiment top. Et une fois de plus, à la Kojima, tu sais, l'une des factions, c'est les Diamond Dogs. Ouais. Et donc, tu dois récupérer aussi des diamants qui apparemment sont faits, entre autres, pour certains, avec les cendres des soldats morts. Et ça, c'est un truc assez avéré. Je sais pas quoi, tu les concasses, tu les presses à un degré, etc. Et donc, ça fait des diamants. Donc, tu peux Ok. faire des diamants de corps humain. C'est bien glauque. Et quand tu les récupères, bah, ça fait un son 8 bits, D'accord, genre ouais. Jap de base. Donc voilà, il y a plein de petits trucs à la Kojima qui font que quand t'aimes, tu fais ah c'est marrant. Quand t'aimes pas, tu fais qu'est-ce qu'il est con, mais vraiment c'est de la merde. Voilà. Donc moi honnêtement, j'ai pris une claque, même si l'une des tendances de cette E3 est encore à et surtout chez Ubisoft, les jeux qui étaient présentés avec des belles manettes Xbox One ou PS4, chaque fois tu faisais et ça tourne sur quoi? Parce que la manette elle descend dans un truc. Ça tourne sur un PC, mais avec à peu près les stats d'une Ouais, Xbox. ouais. J'aime Genre, bien on a le vu ça, à on peu a vu près. ça sur Batman et Far Cry là, tu vois des bouts de manette PS3 dans le jeu quoi, et après ils sont là, oui, bon, ça tournait sur PC, et là Ubisoft, je crois que c'est aujourd'hui, ils ont plus ou moins avoué en disant, bon le Far Cry oui, ça tournait sur PC, mais rassurez-vous, on a bridé la version PC pour que ça ressemble à la version PS4, donc vous avez vu c'est presque la version PS4, du coup on est en train de se faire watchdoguer quoi. Presque. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'en ai parlé avec eux, ils me disaient toujours c'est avoisinant. C'est-à-dire c'est comme. Mais Oui le oui. comme, on le sait, c'est pas pareil. Et donc, l'avantage de MGS5, c'est qu'il là, il tournait vraiment. Là, j'ai vérifié sur une PS4, mais genre retail, hein, Ouais ouais. avec le disque. Et du coup, c'est un tout petit peu moins beau que ce qu'on avait vu l'année dernière dans le trailer. Ça se D'accord. juge à quand t'es 2 jours, contrairement à Ground Zero, ce qui se passe essentiellement la nuit. Donc voilà, là t'es 2 jours, et donc tu vois un tout petit peu de pop-in sur la végétation, Merde. un petit peu, et quelques textures, tu sais, sur les ombres qui tremblent un peu. Mais en Voilà. tout, Bon, mais en tout cas, donc si j'ai bien compris, c'est le côté Kojimal Crossing qui t'a plu là-dedans. ouais. C'est-à-dire, voilà, et après tu pourras faire visiter ta petite base à ton copain et puis dire voilà, regarde, j'ai mis des motifs à fleurs sur mes soldats et je l'ai cousu moi-même, etc. C'est ça, c'est merveilleux. Ouais. Donc franchement, bah, au moins, non mais sans déconner, pour du monde ouvert, bon déjà c'est énorme, hein, c'est 200 fois plus gros que Ground Zero. Alors, certains diront, ouais mais Ground Zero c'est pas beaucoup, c'était pas très grand, ok, mais enfin 200 fois, c'est pas 3 fois, c'est pas 10 fois, c'est pas 50 fois, je peux te faire longtemps, hein, c'est 200 fois. Donc ça annonce un terrain de jeu quand même assez costaud, et voilà, avec des manières de l'appréhender différentes, donc moi je trouve ça plutôt cool. D'accord, parce qu'en fait, ce que j'ai vu sur Gameblog, que c'était lui l'open world numéro 1, numéro uno de l'E3, face à The Witcher 3, qui était quand même pas de la merde, ou même le Dragon Age, qui avait l'air assez prenant et assez immense aussi dans son univers, sans parler de No Man's Sky, Oui, qui lui annonce carrément une espèce de semi-révolution dans le attends, procédural. je t'explique comment nous avons procédé. Bon, déjà, à un moment, il faut faire un choix, hein. Il y a un gagnant, il n'y en a pas deux, donc forcément, Oui, le choix, c'est subjectif. Et on ne détient pas la vérité, c'est notre choix à nous. Bon, No Man's Sky, j'ai parlé avec le mec, il faut quand même savoir une chose, c'est que tout ce qui a été montré jusqu'à présent, c'est du prototype. Il n'y a pas de jeu derrière pour l'instant. Donc, on ne peut pas l'intégrer dans notre classement. D'ailleurs, que nous, on a essayé de jouer, de juger déjà avec les jeux sur lesquels on a vu vraiment du gameplay et qui vont pas sortir dans 5 ans, mais qui vont être là. d'accord, ok. Voilà. Donc No Man's Sky, pour l'instant, c'est une promesse et strictement rien de plus. Eux-mêmes n'ont pas encore calé le core gameplay. Donc, Ah merde, putain, oui, non. même si effectivement, je suis comme toi, hein, ça a l'air mortel. Enfin, la promesse, elle fait Ah, rêver. ça a l'air dément, bien sûr. Voilà. Donc, si c'est vraiment ça, bah alors lui, il va monter dans les mois à venir chez nous. On va le suivre à fond les pastèques. Witcher 3, ça déglingue. C'est super beau, c'est super cool. Après, ça reste un peu Witcher. C'est-à-dire, tu vas mission, tu vas voir lui qui te dit oui, mais pour machin, il faut que tu ailles voir l'autre. Ah, ok, alors tu vas voir l'autre. Oui, mais nanana, nanana, donc c'est très beau, l'enveloppe est superbe, ça a l'air méga cool, c'est du RPG, mais ça reste classique. Et puis dans le troisième que tu as cité, dont je me rappelle plus lequel c'est, ah, Dragon Age, bah Dragon Age c'est beau, mais pareil, Mais lui arrive cette année au moins. Il a le mérite d'arriver cette année et très de bien. ne pas confronter The Witcher sur son propre terrain. Tout à fait. Mais bon, dans l'absolu, celui qui nous a paru essayer, je te dis pas qu'il y arrivera, hein, mais essayer de prendre le monde ouvert, d'en faire un très gros, très beau, et essayer de changer un petit peu les codes, de le faire de manière malin, bah c'est Metal Gear. Mais tu noteras que c'est le seul prix qu'il a eu.
D'accord, ouais, non, c'est vrai, c'est pas faux. Parce que j'ai vu par contre donc le Far Cry 4 qui était vraiment, vraiment très impressionnant de ce qu'on a vu par rapport à la coop en hélicoptère et tout. Tout ça, ça vend vraiment du rêve. La verticalité du truc. Et moi je suis d'accord avec toi, nous on s'est marré, j'étais avec Plume juste à côté pendant même ma présentation quand il y a les éléphants qui arrivent, le mec avec son petit truc, on était mort de rire. Bah il y en a plein qui ont fait, ouais bon, j'ai déjà vu, ouais bon. En soi par contre c'est vrai qu'elle l'a leaké genre 2 heures avant la présentation. Donc du coup il y a un mec qui faisait semblant de jouer parce que c'était vraiment pixel perfect, exactement le même gameplay qu'on a vu dans le leak. Pendant que quelqu'un commentait, là, et personne commentait, il y avait un mec sur le truc avec une manette PlayStation dans les mains. J'ai envie de te dire, maintenant c'est un peu du jeu de dupe et on est un peu tous au courant. Et puis quand tu vois ce qui s'était passé l'année dernière chez Ubi avec Assassin's Creed à la conférence Sony, je pense. Ah mais par contre, j'ai aucun problème pour penser que le Little Big Planet il tournait en temps réel là pour le coup, parce que vu comment ils se sont chiés, Alors, apparemment il y avait un gros lag de ouf. J'ai demandé, on est allé les voir, etc. Puis il y avait justement, parmi les présentations, il y avait la petite nana, c'est celle qui merdait un peu le truc, quoi. Ouais. La pauvre. Et donc je suis allé lui demander, je lui ai fait, oh putain, ça doit être chaud quand même pendant la présentation, tu dois avoir la pression et tout. Elle me fait, ouais, mais en fait le problème, c'est que sur leurs écrans, eux, ils regardent pas le grand écran, ils regardent des petits écrans de retour derrière. Il y avait à peu près, apparemment, 1 seconde d'écart. Ah ouais. Du coup, pour assurer bien tes sauts, tu sais, au moment où il faut rebondir et tout, ben c'est chaud, quoi. Donc ils galéraient, quoi. Ils ont super galéré. Ouais, mais en tout cas, du coup, ça a été la seule conférence avec un petit moment de solitude comme ça. Enfin, sauf si on considère que Electronic Arts c'était un moment de solitude immense. Immense. Tellement, genre, ils préparent des trucs préfaits, genre des petites vidéos juste à présenter pour me montrer qu'il n'y a rien. Ouais. Enfin, et est-ce que tu as compris, toi? Parce que même j'ai posé la question après et personne n'a réussi à me trouver une solution valable. Pourquoi ils font leur gros bloc sport? NFL, UFC, ils font venir le président sport monde machin d'Electronic Arts, et puis le mec fait, eh bien, ciao, il se casse, il y a un MOBA, et puis après il y a FIFA. C'est pas du Ah merde, oui, j'avoue que j'ai même pas calculé. Mais c'est parce que je pense qu'il y a vraiment le quart d'heure américano-américain, et puis ensuite FIFA qui est considéré comme juste, c'est le plus gros seller. Ils savent que les gens vont débrancher quand c'est NHL, NFL, parce qu'on s'en bat les couilles, littéralement quoi, et du coup, par contre, FIFA, ça parle plus, je pense à... Mirror's Edge, putain, ils avaient un boulevard pour pouvoir aller, au moins, je sais pas, dire qu'ils allaient utiliser Oculus ou Morpheus. Ah, bah alors, ils ont réussi à montrer du gameplay qui était plus laid que le teaser de l'E3 d'avant. On est super d'accord. Donc c'est incroyable. Mass Effect 4, ils ont réussi à ne rien montrer, enfin, à faire du vent. Mais sans deck. Alors, tout ça pour nous parler qu'il y a un autre jeu en préparation alors qu'ils ont même pas commencé Mass Effect 4. Et puis Battlefront 3 c'est pareil, encore un hold-up d'attention et aussi le nouveau jeu de Criterion qui n'a pas de texture, donc on était ravis de le voir quoi. Mais non mais moi je trouve ça quand même étrange quand t'es Electronic Arts, tu vois. Oui. Même pas Electronic Arts, c'est un des plus grands géants de l'industrie du jeu vidéo. Ils vont traverser 2014 comme des fantômes. C'est ça. Ils sont pas prêts. Ils sont juste pas prêts. Bah, ils ont un Battlefield pour être dans le game un petit peu, mais par contre, là, Ubisoft est vraiment le téléphone et qu'on avait prévenu qu'il y avait les consoles next-gen qui sortaient l'année dernière et qu'il fallait se préparer un petit peu en amont. Je sais pas, il se passe quoi Non, j'avoue que là, ils ont vraiment merdé. Est-ce que tu as une grosse déception enfin, à part les non-annonces, notamment BGNE, avec Close Door, etc. Vous n'avez probablement pas dû l'avoir. Le feed live devait pas être enclenché encore, mais à chaque fois ils nous font la même. Tu as toujours Peter Moore, donc le président d'Electronic Arts, qui vient avant pour chauffer un peu la salle. Il fait 2-3 vannes, etc. Machin. Et là il nous a dit, je sais plus, je me rappelle plus du nombre, hein, mais c'était genre 10. Vous verrez, le show va être incroyable. Il y a 10 nouveautés exclusives, IM, machin et tout. Alors nous on était là, wouh, ça va être la folie et tout. Mais en fait les 10 c'est le nouveau NHL, le nouveau FIFA, ah oui, machin. Alors si tu comptes tout ça, ouais, et puis il doit y avoir 2 nouveaux trucs, super. Donc est-ce que tu as une grosse déception par la non-annonce de BGNE 2 Qui te vaut qui me vaut un abonnement, oui voilà, un premium Gameblog. Quelqu'un de parole qui te vaut un abonnement premium à Gameblog, que je vais donc t'envoyer tout de suite. Voilà. Mais alors, détaille-nous un petit peu quand même les avantages de ce premium Gameblog, histoire que t'en vendes quelques-uns. C'est pas le but, mais qu'est-ce que je pourrais te dire, Premium Gameblog, déjà ça te supprime toute la publicité sur le site. Mais j'y vais pas. Eh ben, tu vas y aller. Alors tiens, je te l'envoie. Boum, tac.
Ah, cool. Ça te permet de voir des émissions en avant-première, comme les émissions avec AHL, des émissions qu'on produit directement, des interviews exclusives. Là, par exemple, on a l'interview de Shuei Yoshida, président au monde des studios de Sony, donc de la PS4, etc., qu'on a pu rencontrer. On est les seuls en France sur le web à l'avoir rencontré. On s'est fait, je sais pas si tu as vu, hein, on s'est fait un petit même Antonio Banderas avec lui. Il est super cool. Et donc, il nous a dit plein de choses. Et ben ça, ce sera en avant-première pour nos abonnés premium. C'est la possibilité incroyable d'avoir des rencontres avec la rédaction, de venir à la rédac, on montre un petit peu l'envers du décor. Ah, faut être sur Paris pour ça. Mais tu sais qu'il y a des gens qui viennent de beaucoup de provinces, et on a eu 2 cas de personnes qui venaient de l'étranger. Et je ne parle pas de la Belgique, mais je parle du Canada. Voilà. Et ils ne travaillent pas pour Ubisoft. Qui sont venus, donc vraiment un grand merci à nos abonnés. C'est incroyable. Est-ce que ce code, par contre, est-ce qu'il est compatible avec le service VOD de Jackie et Michel, au cas où je voudrais le recycler? Évidemment. Si on ne se pose pas, évidemment. Voilà, puis tu as plein d'autres avantages, des concours exclusifs, plein de concours exclusifs pour nos abonnés premium, etc. Voilà, il y a plein de choses à découvrir pour ceux que ça intéresse. Bon, d'accord. En tout cas, merci, parce que t'as tenu parole, tu m'as donné un premium Gameblog qui toi, en prix coûtant, hein, bien sûr, t'as coûté 50 000 € à produire. Et bien plus, mon ami. Ça fait une semaine que je sais qu'il faut que je t'offre un premium, puisque effectivement... Bon, BGE2, c'était une grosse cote, hein, on va pas se mentir. Ouais. Je savais au fond de moi qu'il y avait très peu de chance, d'autant que j'ai appris une chose. Alors là, je peux vous le livrer. Alors, dis-nous tout. Comme ça, secret story. Insider, machin. Apparemment, il y a un problème, un énième problème, avec BGE2. Le problème serait que Michel Ancel veut que BGE2 soit sur Wii U. Oh. Et qu'il aurait bâti son core gameplay, etc., avec le gamepad en tête. Et que le marché étant ce qu'il est, du côté d'Ubisoft, on lui fait Coco, t'es bien mignon là, mais là on est un peu en froid avec ce Nintendo en plus. On a même des jeux qui sont prêts pour la Wii U, mais on ne veut pas les sortir. On leur met la pression à Nintendo pour leur dire il faut que vous vendiez des consoles. Donc, sur PS4, Xbox One et PC ton jeu. Et apparemment, attention, à prendre avec des pincettes, mais d'une source généralement très bien informée. Donc. Non, ça tease. En soi, ça peut être intéressant. Et Nintendo commence à vendre des Wii U là. Même ils ont même fait un très bon i3, ce qui n'était pas gagné d'avance parce que tu vois. Tu dis un i3. Ouais, enfin parce que tu l'as i3, i3, e-cube. Des fois ça fourche. Du coup, en tout cas, ils ont fait un très bon e3. Vraiment. Ouais, clairement. Et tu vois, si on prend le podcast avant le 3, on était là. Ouais, franchement là, ils ont vraiment intérêt à mettre le pâté, etc. Et je pense qu'ils l'ont plus ou moins mis. Oui. Le Zelda est incroyable. Il est vraiment hyper beau. En plus, il est très intriguant par rapport à ce qu'il pourrait y avoir dedans. Je te file en même temps, je te file le lien où il faut mettre. Ouais, non, oui. T'inquiète, je trouverai ça. Et du coup, non, le Kirby est super beau. Le Woolly World est plutôt joli. Et puis Yoshi est top à jouer en plus. Vraiment à 2. Ouais. Il n'y a plus de timer, il n'y a plus de trucs, donc tu sais, t'as pas la pression. C'est clairement un jeu très zen, très mignon, très... Ouais, le Kirby était super zen, de toute façon. Et ça fait du bien. Et en fait, quand tu joues à 2, tu sais, t'es obligé de bouffer ton pote et de leur cracher pour détruire des zones pour pouvoir avancer. Ouais. T'es là, genre, bouffe-moi, non, vas-y, c'est qui bouffe, machin. Enfin, tu vois, t'as des... et tout. Non, mais vraiment, Nintendo, c'était un E3 sur lequel ils n'avaient pas le droit de se louper parce que c'est un peu tendu. Et je trouve qu'ils ont fait du bon Nintendo. Après, reste l'écueil... Il n'y a pas d'éditeur tiers, hein, ça, voilà. Ouais. Mais Nintendo a fait ce qu'il devait faire. Le Zelda a l'air enchanteur, pas trop gnognon. Moi, tu sais, je suis pas fan de Wind Waker et du rendu machin. Et là, je trouve que c'est un bon compromis entre le côté un peu innocent, un peu. Le Wind Waker est quand même le meilleur Zelda, hein, Julien. Ah si. En plus, c'est le plus beau. En plus, c'est le plus joli. Ah bah bien sûr. C'est peut-être le plus intemporel graphiquement, mais alors franchement, Ocarina of Time est tellement Ah bah il est pas plus beau. Alors là, si on te met Ocarina of Time sur une grosse téloche. Oui, il a vieilli. Mais enfin, il a tellement plus apporté aux jeux vidéo en son temps. Ah mais bien sûr. C'est une révolution dans la manière d'appréhender l'aventure en 3D, etc. Là, Wind Waker est très sympa parce qu'il y a un style machin, mais honnêtement, pour moi, c'est un jeu qui a 50% du jeu. S'arrête. Une fois que t'es remonté et que tu dois aller chercher les fragments de machin. Oui, mais alors du coup sur le remake Wii U, apparemment ils ont fluidifié ça. Hein. T'as plus que 2-3 trucs à trouver. Reste que je trouve que preuve qu'il y avait un truc qui allait pas. Oui, c'est vrai qu'il y avait un truc qui allait pas, mais c'est pas pour ça que c'est pas le meilleur univers, le plus émouvant, le meilleur scénar, les Korogu, tout ça. Tu fais une Zelda trans là.
Ah oui, là je te fais une Zelda trans, mais c'est le Wind Waker. En tout cas, donc moi je suis vraiment ravi d'avoir vu la gueule de ce Zelda Wii U avec plein de promesses. Bon, j'espère qu'ils les tiendront. Il y a aussi donc le Smash Bros avec la promesse de pouvoir jouer avec un combattant, de pouvoir taper sur tout le monde avec un Mi Alain Soral en mode brawler et du coup qui tape sur des Adolf Hitler et des Chuck Norris. Alors justement, j'ai hâte de voir comment ils vont faire de la modération là-dessus, parce que c'est Nintendo. Hein, Alors si, en fait, on m'a tout de suite répondu, parce que j'ai tout de suite tweeté, genre, ah putain, trop bien et tout, vous allez tous goûter de mon coup de boule soralien, quoi. Et du coup, en fait, il se trouve que en ligne, en classement, ce ne sera pas possible, mais pour les parties en ligne entre amis, c'est bon. Donc du coup, tu peux jouer avec tes potes racistes, etc. Enfin, tous. Sale, mais c'est ça. Est-ce que c'est cool? Non, parce que c'est vrai qu'apparemment, sur Mario Kart Wii, il y avait déjà ce problème avec 1 milliard d'Adolf Hitler. Genre, il y a toujours Adolf Hitler sur le serveur. Hein, de quoi? il est jamais loin, ce monsieur horrible là. Il est partout, sur les forums, machin, mais du coup sur Wii U, ce sera modéré. Enfin, en fait, tu pourras jouer avec peut-être un combattant Mi de base, mais sinon, tu pourras pas avoir le Mi craqué du slip en ligne en classement. T'imagines, parce que là, tu sais, ils ont présenté leurs figurines. Les amis, qui franchement, quand tu les vois en vrai, elles sont vraiment belles. Hein. Ouais, elles ont l'air jolies. Hein. À part le Yoshi qui est fini à la merde, il a genre son nez qui est mal fixé, il y a genre un énorme trou au milieu, etc. Le Donkey, ses bras sont un peu nazes. Par rapport, tu vois, genre la Metroid, elle a l'air superbe. Il y en a vraiment qui sont vraiment super belles, par contre. Franchement, honnêtement, en vrai, elles sont réussies. Et puis, moi, j'avais peur qu'elles soient un peu petites, puis elles ont une bonne taille, etc. Bon, après, c'est des cartes mémoire de luxe, hein, mais bon. Oui. Mais ils vont en vendre même à des mecs qui n'ont pas de Wii U, qui n'ont pas de jeu, rien. Ah, mais c'est ça. C'est ça le délire. Ouais. Ça va être magique pour eux. Néanmoins, imagine le délire s'ils te font un espèce de petit site où tu peux, avec une imprimante 3D Nintendo, envoyer ton Mi, etc., et te le faire imprimer, enfin te le faire en petite figure. Mais laisse tomber le jackpot qui se font. Et imagine les mecs qui se font des figurines de ouf, avec des Mi de gueudin, et tu te l'envoies, etc. Tu sais, comme on fait pour les Nike Plus, là, je sais pas quoi, ID. Ouais. Mais t'as déjà même des sites où ils te font ta tête en figurine et tout le bordel, et c'est combattu avec des musclores. Ta petite figurine NFC, machin, clac. Et là, moi j'attends un vrai jeu qui utilise les amiibo, parce que là pour l'instant c'est pas vraiment grand chose sur Smash Bros. T'as genre des personnages IA, mais en même temps ceux-ci ta carte mémoire, et puis genre tu peux les faire s'affronter comme de Pokémon ou juste jouer contre eux, etc. C'est un peu naze. J'attends vraiment. L'avantage, c'est que ça va être aussi rétro-compatible avec d'autres jeux, dont Mario Kart 8 par exemple. Ils vont faire une mise à jour quand ça va sortir. Mais alors, pour en discuter, peut-être que ça arrivera aussi sur le Mario. Et en tout cas, ils s'interdisent rien. Il suffit d'un DLC. Et du coup, tu garderais sur ta figurine de manière unifiée, par exemple Mario, et bah, tes stats de Mario sur Mario Kart, sur Smash Bros, sur un futur Mario, etc. C'est plutôt cool. Ouais, mais alors, quid de l'utilité dans Mario Kart? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Ça dépend s'ils font un nouveau mode, je sais pas, tu vois, avec des ghosts, etc. Alors, à moins qu'ils rajoutent plein de personnages, comme ça, tu peux jouer avec une skin de Samus dans le jeu. Si t'as la figurine, là, y a pas de problème, je l'achète 10 fois. Honnêtement, ces figurines-là, en fait, c'est du DLC physique. Hein. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais le truc, c'est que j'attends de voir si ça fait quelque chose, parce que le seul truc que j'ai vu, c'est c'est bon, on a fait un Pokémon Online, et t'achètes tes Pokémon genre assez à la grande récré, et puis du coup, en fait. Il pleut des dollars. Mais c'est ça. Oh, ça pleut. C'est ça, parce que moi, là, ça me donnerait envie d'acheter n'importe quel genre de figurine, tout. Quand tu vois que chez Activision, Skylanders maintenant est devenu la première licence de la marque. Devant Call of Duty. Devant Call of Duty, en quoi? En 2-3 ans, même pas. Et ils se sont déjà fait genre plus d'1 milliard de dollars avec Skylanders. Mais t'imagines avec la puissance des marques Nintendo. Ah non, mais là par contre c'est du délire. Tiens, tu viens de parler d'Activision, j'ai vu que le meilleur FPS E3 2014 chez Gameblog c'était Call of Duty Advanced War mes couilles. Et je te dis un grand oui. Mais alors un grand oui. Alors déjà, tendance de cette E3, moins de FPS que d'habitude. Moins de FPS. Et franchement, alors moi j'ai eu la chance, pareil, en Behind Closed Door, de voir plus de niveaux que ce que vous avez pu voir. Ouais. Qui a été présenté sur le salon. Et franchement, alors il y en a un dont j'ai pas le droit de parler pour l'instant, qui était vraiment cool pourtant, dommage. Et un autre dont je peux te parler, qui en fait reprend un peu l'ambiance de la mission un peu infiltration du premier Modern Warfare, tu sais, à Tchernobyl. Ouais. Tu devais avancer, synchroniser. Oh, les chiantes comme la pluie.
Arrête, t'es top. Et là, c'est un peu pareil, c'est dans la forêt, il fait nuit, avec des drones qui scannent les lieux, t'as des mechas qui avancent. Bah, franchement, alors je vais te dire un truc qui va faire mais bondir des gens. Alors attendez, vous êtes là, vous êtes en train de regarder ces vidéos, accrochez-vous à votre ordinateur. La direction artistique de ce nouveau Call of Duty déglingue. Voilà, maintenant vous pouvez. Non, mais alors par contre, ça, s'il y a vraiment un truc sur lequel je n'ai pas à chier sur ce Modern Warfare, c'est qu'il y a enfin un vrai effort de fait. Donc du coup, quand avec Ghost, ils nous ont expliqué qu'ils avaient travaillé sur un nouveau moteur depuis des années, c'était un peu du pipeau, sachant que tout à coup, il y a un autre nouveau moteur qui est 10 fois mieux et qui est vraiment next-gen pour le coup. Alors franchement, moi tu sais, ça fait 3 ans que j'ai lâché Call of Duty. Mhm. Ghost est tombé des mains. Au bout d'une heure, j'ai fait c'est moche, c'est chiant, j'en peux plus. Les précédents, pareil. Moi, j'ai aimé le premier Modern Warfare et j'ai beaucoup aimé le Black Ops. Ouais. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est tous les 3 ans moi, que j'aime un Call of. Et bah là, ça fait 3 ans. Donc voilà. Et le rythme, j'ai retrouvé ce que j'aimais en fait. D'accord, ouais. On est d'accord, hein, ça révolutionne pas le jeu vidéo, mais c'est un ride hollywoodien puissant qui te chope dedans avec un sound design qui tue, mais vraiment avec une localisation des trucs qui pour une fois change vraiment. Les nouveautés avec tu sais, la capacité de mettre un espèce de mur devant toi Ah qui oui. Alors, est-ce que c'est dynamique ça ou est-ce que c'est juste t'as un pote qui met un mur une fois de temps en temps et puis voilà, c'est rigolo, c'est. tu sais, honnêtement, le 3, c'est toujours compliqué. Bah oui. Prends du recul, mais le recul, tu l'as. On va l'avoir dans quelques semaines, quelques mois. Pour l'instant, on peut juger ce qu'on nous a montré. Je peux pas. Pour l'instant, le 3, c'est un salon des promesses. Alors, effectivement, tu peux, de base, dire on me ment, 2 phases, donc je vais rien croire et je vais dire non, tant que je l'aurais pas vu, machin. Et donc là, pour 6 mois, tu fais non, c'est de la merde, c'est de la merde. Ah, et les trucs, ça sent l'entourloupe d'avance, plus que d'autres. Oui. Ben, là, j'aurais envie de te dire que, par exemple, comment on appelle ça, l'invisibilité, le cloaking, Ouais. bah, tu peux l'utiliser à tout moment. Enfin, après, tu as une jauge, etc. Quoi, mais, et franchement, là, ça marchait plutôt bien avec des espèces de drones qui arrivaient. Ça fait très Terminator, en fait. Ouais, non, ouais. Mais en soi, ça avait l'air cool. Et tu te passais, puis il fallait courir. T'arrivais, puis après, tu sautais contre un mur, et tu sais, avec tes mains, ils font des espèces de ventouses, un peu à la Mission Impossible, là, le dernier. Ouais. Sur la tour à Dubaï, là, schlac, tu montes, etc. T'es beaucoup plus puissant parce que t'as un exosquelette, donc tu peux prendre des gros blocs. Ah oui, ouais, t'es genre Crysis et machin, mais le truc c'est que. Il y aura des trucs très futuristes avec des. Pour l'instant, moi, le truc que j'ai trouvé nul, vraiment pas bon, raté actuellement, c'était des séquences en tank qui étaient chiantes à mourir. Mais celle de Batman aussi avait l'air vraiment chiante comme la pluie, où ils défonçaient des drones là. Lourdeau. Pas inspiré, ça c'était pas top. Mais le reste, c'était cool. Il y a même un niveau. Je suis en train de me dire, je crois que c'est celui dont j'ai pas le droit de parler. Bon, bah j'en parle pas. Mais voilà. ça faisait un peu Last of Us. Alors, un peu Last of Us dans du Call of Duty. En fait, ce qui moi m'a plu, c'est qu'il y a certains moments où vraiment il y a des trucs que j'ai vus qui prennent le contre-pied de juste un truc militaire où tu tires. C'est-à-dire que moi j'ai vu plein de moments où tu tires pas et où t'es dans l'ambiance. Et t'avances et machin. Et ça, moi, ouais, mais putain, mais ça reste quand même du jeu. Genre, vas-y, va par là, fais ça, assis-toi là, tire là-dessus, et puis suis-moi, et puis je te parle. Et moi, je commence à en avoir. Enfin, et le truc, c'est que pour moi, meilleur shooter avec la démo qu'on a vue de Far Cry 4, qui a l'air vraiment, genre, avec un espèce de gameplay vraiment un peu sandbox et tout, vraiment poussé à l'extrême, en plus en coop et tout, ça porte quand même de bien plus belles promesses et de morceaux de bravoure qu'un truc téléguidé à la Modern Warfare, sachant qu'on n'a même pas vu le multijoueur. Je comprends, mais à la fois, nous on a jugé que Far Cry il nous a beaucoup plu, hein, l'ambiance et machin, etc. Mais que ça restait quand même sur les fondamentaux clairs du précédent Far Cry, alors que là, et donc en fait, il n'y avait pas beaucoup d'innovation, beaucoup de changements, etc., et de prise de risque, etc. Oh, les hélicoptères, c'est cool. Même. Oui, c'est sympa. Ouais. Alors que là, sur Call of, on sent la volonté quand même de bouger le truc. Au niveau du scénario, il pourrait être quand même aussi assez surprenant, mais des trucs pareils dont j'ai pas le droit de parler. Mais je pense que tu vas te faire activisionner. Hein. Bah écoute, je te le dirai, c'est quoi, il sort en octobre ou en novembre, je sais plus. C'est ça, ouais, mais je pense que tu vas te faire Advance Warfighter. C'est possible. Mais pour l'instant, en tout cas, ce que j'ai vu, de mes yeux vus, oui. était vraiment cool. Et puis, en plus, franchement, ouais, là, c'était beau. Enfin, oui, là, ça avait l'air beau, en tout cas. Ça tournait sur PC. Sûrement. Alors là, j'ai pas vu. J'ai envie de te dire que je pense que oui, malheureusement. C'était une manette Xbox One, mais oui. C'est ce que je te dis. Hein, j'ai mis le gros disclaimer. Je peux te dire tout de suite les jeux où je suis sûr qu'ils tournent sur une vraie console. Et d'ailleurs, c'était généralement sur une PS4. C'est The Order. The Order, c'était sur une vraie PS4. Ouais. Ça déglingue.
et ça te déglingue. Alors, est-ce que t'as vu du The Order moins chiant comme la pluie que je me fais poursuivre par un mec tout poilu et puis il se passe rien? Moi, j'y ai joué et Ah. moi, j'ai tripé. Moi, vraiment, j'ai déjà, franchement, tu sais, ça fait des années qu'on dit euh, pas de différence de décalage entre les cinématiques et le jeu. Puis à chaque fois, il y en a une peut-être. Il y en a Ouais, une, ouais. quand même. Bon, là, il n'y en a pas. Vraiment, enfin, je connais des gens qui étaient manette en main, il y avait la cinématique, puis il y avait un petit moment de, tu sais, comme il y a des bandes noires très Tout le cinématiques, temps, ouais. Parce que le jeu tourne en 800p. voilà. Oui, oui, et ça les aide, mais ça, ils le cachent pas, hein. Enfin, Ouais, non, mais enfin, et ça leur permet d'avoir un rendu super propre, pas d'aliasing, des effets de caméra, machin, super beau. Quelque part, moi, je préfère au final. Et du coup, bah, il n'y a pas de séparation entre la cinématique et Ouais, le... du coup, c'est tout le temps comme ça, ouais. Et du coup, bah, t'es là, puis tu fais, bah, il bouge pas. Ah bah c'est à moi, ah voilà. Et donc t'y vas. Oui, ça va pas révolutionner les choses. Oui, c'est un TPS, enfin de ce qu'on en a vu pour l'instant. Mais je trouve ça efficace, efficace. Avec, on se plaint toujours dans les jeux vidéo d'avoir, tu sais, des personnages un peu copier-coller. Les héros c'est toujours les mêmes, un peu Ouais, badass, ouais. les cheveux rasés, la gueule un peu machin. Bon, par exemple, les héros d'Assassin's Creed, hormis leur tenue, ils ont jamais vraiment de charisme, Ah quoi. bah, ils ont la même gueule, mais... Voilà, bon, bah là, t'as des gars différents avec une espèce de code de maille, mais à la fois des tenues machin, leurs grosses moustaches, enfin, bah, il y a un Ah, Julien est assez fan de moustache, hein, donc nous retenons bien sûr. cette Mais, information. non, non, mais enfin, je trouve que là, il y a un truc. En plus, cette époque victorienne et tout, très honnêtement, on la voit quand même pas très Non, non, souvent bien sûr, ouais. dans le jeu vidéo. Elle est cool. Pareil, moi, c'est une des tendances de ce 3 justement, c'est la qualité apportée au son de design en général. Qui est vraiment impressionnant, hein. Là, tu as une localisation des sons, des machins. Chaque année, tu sais, ils nous font des belles présentations avec du 5.1, 12.7, ce que tu veux. Mais là, cette année, particulièrement, les sons sont ultra travaillés, tu es ultra immergé dedans. Hmm. C'est cool, quoi. Moi, vraiment, The Order, j'ai trouvé que... Ah, parce que, au moins t'y as joué, parce que bon sang, ce qu'ils ont montré chez Sony, c'était genre, je pense, le pire passage de gameplay qu'ils voulaient montrer pour donner envie de jouer au jeu. Ça ressemblait à du mauvais Dead Space sous Ritaline, c'était chiant. Il Ouais, se passait rien, c'était dans un couloir, c'était pas spécialement beau vu qu'il y avait rien à afficher. alors après, ça, c'est de la branlette de Techos, mais bon, ça rajoute à l'immersion. Tous les éléments que tu vois, je te parle pas des murs, hein, mais genre quand tu as une armoire avec tu sais, plein de fioles, avec des corps à Ouais, l'intérieur, ouais. et des portants avec des vêtements, etc. Tous ces éléments-là sont interactifs. C'est-à-dire que tu peux les casser les uns après les autres, ou si tu déglingues avec tu sais, ton fusil, parce que les armements sont pas mal aussi. C'est un mix entre réaliste et un peu futuriste. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Un fusil qui peut tirer des trucs et les exploser, machin, et une espèce de boost d'air qui fait pousser les ennemis ou les objets, Hmm. et tout individuellement se casse la gueule ou réagit, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie ambiance, c'était très immersif, et franchement, là, ça fait next gen. Enfin, c'est vraiment, vraiment beau. Ouais, non, mais écoute, enfin, je reste sceptique parce que, bon, par contre, moi, un des gros absents, c'est le Gears of War. Et lui, il tourne sur PS4, une vraie PS4, claque. Ouais, non, mais le truc, c'est que j'attends vraiment de voir quelle sera la réponse de Microsoft. C'est dommage d'avoir laissé comme ça un tel boulevard sur The Order. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, la conf Xbox, globalement, elle était bien rythmée, il y avait des trucs, etc. Mais il manquait d'un clou final, parce que Bah oui, les Crackdown, bon, ouais, bah, non, c'est ça. Crackdown, en fait, Crackdown, c'est, je sais plus quel autre jeu aussi. Merde, c'est un peu comme Dragon Age, c'est-à-dire, vous avez tellement genre gâché votre truc avec le 2 que bon sang, enfin le 3 là, on applaudira que quand on l'aura dans les mains et qui sera bien. En attendant, vous aurez aucune fleur quoi. même ce qu'on a vu, c'était pas fou, enfin bon, voilà. Et je ne comprends pas Microsoft qui savait, tout le monde savait que de l'autre côté, il y allait avoir Uncharted, Ouais, et donc d'avoir, on va dire, deux grosses compètes technologiques pour montrer un peu celui qui en a le plus et c'est rassurer. vrai, ouais. 5, ils ont rien montré, alors qu'il va y Ouais. avoir une bêta en décembre. Donc quelque part, il y a quelque chose qui existe déjà, quoi. Et Gears of War, ils l'ont montré avec un logo. Ouais, c'est ça, on a vu le logo à la fin, je fais ah. Et voilà. Et non, je trouve ça, c'est un peu dommage. Ou bien, ils se réservent d'ici la fin d'année, genre un événement clé où. Alors, à la Gamescom, il y aura du Quantum Break. Ouais. Mais j'ose espérer un petit bout, ou alors au VGX, même si c'est vraiment un événement de merde, mais bon, il y a moyen d'avoir des exclus dedans, quoi. C'est pas un événement de merde. L'année dernière, c'était pas terrible. Ah si, bah, l'année dernière, c'était de la merde. Oui, oui, c'est ce que je te dis. L'année dernière, c'était pas terrible. Non, non, Alors, c'était de la merde. c'est ce qui a permis aussi de mettre un peu de la lumière sur No Man's Sky. Man's Sky. Mais alors, une fois de plus, pareil, un petit info insider.
Ok, tout le monde est tombé sur les VGX en disant que c'était de la merde. Bon, l'animation était à chier, les deux coques là, Ah oui, oui. c'était flippant. Les jeux qui étaient présentés, c'était un peu décevant. Ok, je suis d'accord. Mais il faut savoir une chose. Après, bon, ça, les gens, c'est pas leur problème. Mais qu'à une semaine du début des VGX, le listing des trucs qui devaient être montrés, c'était pas ça. Et qu'il y a eu plusieurs problèmes de jeux pas prêts, de trailers pas prêts, qui du coup, bah, ont sauté les VGX. Mais si le listing initial avait été respecté, ça aurait été beaucoup plus bien. Ça restait quand même un show mal produit, mal animé, hein, avant toute chose. Non, mais pour moi, c'est même une faute professionnelle. Enfin, l'acteur à la con, là, qui avait l'air de se faire chier, qui vannait tout, et qui traitait le jeu vidéo comme de la merde. Geoff Knightley, là, qui le regardait alors comme ça, genre, mais qu'est-ce que tu me fais, mec? Enfin, c'était nul, quoi. Enfin, si t'aimes pas, tu viens pas. Enfin, tu le fais pas, tu prends pas ton. Ah non, mais voilà, mais il y avait vraiment pas mal de. Alors, en fait, il y avait des nouveautés, mais genre, il y avait des trucs assez maladroits, genre PewDiePie qui joue à Dying Light, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel dans un événement officiel? Enfin, T'as vu combien il a gagné l'année dernière, un peu oui, bah alors j'ai vu le truc, mais oui, mais enfin en même temps, moi ça me paraît tout à fait évident quand t'as plus d'abonnés que Rihanna, Jennifer Lopez ou. Toi, t'es juste en dessous. Ah, moi je suis deuxième sur YouTube, ouais. C'est ça, hein? Je gagne 3 millions de dollars. 3 millions. Ah, selon mes informations, t'es plutôt à 3-2. C'est Ah, pas bien bah. des internautes. Non, mais oui, mais voilà, mais merde, maintenant je dois les déclarer. Non, mais ouais, mais du coup, non, mais oui, PewDiePie, bon, c'est un autre débat, mais en fait, pour moi, quand tu as une visibilité supérieure à n'importe quelle star de la musique hollywoodienne ou quoi que ce soit, Rihanna, 3 millions, c'est quand elle fait un pet dans l'eau qu'elle touche ça. Donc, en soi, pourquoi le mec qui est premier sur YouTube, qui est les premiers médias maintenant mondial, gagnerait pas. Alors, Moi, ça m'étonne même qu'il gagne pas plus que ça, tu vois. moi, c'est pas du tout pour dire que c'est pas mérité. Hein. Enfin, après, moi, je suis pas. Non, mais oui, mais par contre, il gagne beaucoup d'argent. Et il donne énormément à la charité. Faut le savoir. Ouais, ouais. Il donne énormément aux charités, etc. Il est assez. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir quand même, c'est symptomatique, que le mec qui a le plus d'abonnés au Ouais. monde de YouTube, devant Lady Gaga, machin et tout ça, C'est un mec qui joue. c'est un mec du jeu vidéo. Et que le mec, bah, il se fait 4 millions par an, quoi. Ça, c'est cool. Ça, c'est c'est à la fois une belle chose et en même temps un peu peut-être une anomalie parce que c'est bizarre. Même lui, il a expliqué. Je préférerais actuellement avoir 5 millions d'abonnés plutôt que 25 millions parce que ça n'a aucun sens là. Et C'est bien t'imagines la dément. puissance qu'il a, effectivement, quand il détruit ou quand il aime un jeu, ça. Ah ouais, non, mais le truc c'est que même justement dans une interview de Huffington Post, une de ses rares interviews, il expliquait que, enfin, le journaliste expliquait l'une de ses vidéos il a fait une seule vidéo sur Flappy Bird qui s'appelle Ne jouez pas à ce jeu de merde, c'est une arnaque, et c'est 3 jours après que c'est devenu genre un phénomène mondial, etc. quoi. Bah, Donc même quand il dit de la merde, le seul truc c'est que voilà, c'est que maintenant ça a un coût vraiment financier dans les deux sens de parler d'un jeu sur YouTube en bien ou en mal. Et bon, moi qui travaille sur Machine Image, je connais bien tous les petits rouages qui peuvent exister. Donc, par exemple, son apparition sur Dying Light, je sais bien que c'est pas du bénévolat. Tout comme les pubs Cyprien Gaming, machin, etc. c'est l'une des tendances de cette E3, c'était le nombre de YouTubeurs dans les travées de l'E3. Hein. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas. Partout. Et alors, Ça, certains, c'est plus subtil que d'autres. C'est-à-dire. Ah bah, sur le fait qu'ils sont vraiment là, clairement, là pour faire de la pub à certaines marques, etc. Ah bah oui. Ils se relisent, machin, etc. Bon, après, moi j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu le sais, bah à toi de te dire je regarde pas. Exactement. Mais le truc, c'est que voilà, ça se voit. Par exemple, il y a un YouTuber bon, très connu en France que je ne citerai pas, même si je viens de le citer à l'instant, qui, comme par hasard, était allé à l'E3 l'an dernier et il avait joué qu'à la PS4. Il n'existait que ça. Et il avait que testé Drive Club. Bien. Non, moi je ne dis rien. Et du coup, enfin, voilà. Et si tu veux. Le truc c'est que bon, ça, moi je sais exactement comment ça marche, je sais à quoi peuvent ressembler des clauses de contrat dans ce cas-là, etc. Et là c'était, donc du coup, même en France, si tu veux, on n'est pas du tout en dehors de ce truc-là. Donc aux États-Unis, je sais que c'est un truc de malade. Et puis la présence des youtubeurs sur à l'E3, pour moi, elle est même vitale parce que finalement, ils relaient l'info ou la non-info ou du moins leur avis à des millions de gens de par le monde. Bien plus en fait, ils ont bien plus de visibilité que les historiques blogueurs dont l'audience n'a jamais vraiment surexplosé plus que la presse historique. Alors que sur YouTube justement, c'est ça le truc, c'est que maintenant
le niveau d'exposition est comparable. Et pourtant, si tu veux, ça fait des années que je pense que tu côtoies des blogueurs à l'E3 qui pourtant ont genre 100 vues par-ci, 100 vues par-là. Moi, j'ai bien vu la Gamescom justement. Les 2 ans que je suis rentré à la Gamescom en tant que presse, j'y suis rentré grâce à mon overblog qui faisait 100 vues par jour. Donc du coup c'est bien la preuve que tu pouvais y rentrer comme dans un moulin et puis après appeler Electronic Arts faire bon alors du coup vous avez ce Mass Effect, vous me le présentez en avant-première s'il vous plaît, et puis je passerai lors du déjeuner, donc vous prévoyez une choucroute et tu rentres vraiment comme dans un moulin quoi. Mais ça me paraît, honnêtement, ça me choque pas qu'il y ait des youtubeurs, etc. Ils ont aujourd'hui une influence colossale, mais vraiment colossale. Donc, j'ai envie de dire, logique. Ils ont des influences qui sont supérieures, pour la plupart, à l'ensemble des sites internet jeux vidéo spécialisés, comme Gameblog, Gamecult, jeuxvideo.com, etc. Bon, jeuxvideo.com, c'est un peu à part, ils sont vraiment colossaux. Mais donc, c'est normal qu'ils y soient. Après, moi, c'est toujours pareil. Je trouve que ce n'est pas gênant, tu vois, même qu'ils fassent de la pub, à partir du moment où tu le sais. À partir du moment où toi, t'es spectateur, tu sais, voilà, là c'est une petite pub, mais tournée sur le ton rigolo, machin, etc. Si tu le sais pas, bon, c'est un peu plus embêtant, c'est même embêtant, je trouve. Mais si tu le sais, si c'est clairement dit, bah écoute, chacun fait sa vie, puis à chacun individuellement de se dire, bah moi je le regarde, je le suis plus, je le regarde pas, ou je regarde pas cette vidéo parce que bah moi j'ai pas envie de voir un truc de pub et machin. Ou bah, je le regarde et puis je prends mon recul personnel. Enfin, les gens sont grands quand même. Moi, je pense qu'il faut... La pire insulte qu'on peut faire aux gens, c'est de penser à leur place et de les penser qu'ils sont trop débiles pour pas pouvoir comprendre que là, c'est de la pub, là, c'est pas de la pub, etc. Ouais. Faut le dire, c'est tout. Non, voilà. Non, mais en tout cas, voilà. Enfin, moi, je réagissais juste à la présence de youtubeurs sur à l'E3 qui est vraiment... Enfin, moi, j'ai plein de potes qui faisaient des vidéos en ligne qui sont allés à l'E3 justement, et du coup... Pas, toi. De quoi? Pourquoi tu y es pas, toi? Ah bah parce que moi j'ai pas de sponsor pour y aller, ça coûte cher d'y aller. Donc du coup, Mais tu voudrais y aller? moi ça me dirait bien, même si je pense que c'est vraiment exténuant. Mais moi j'irais bien, j'ai pas, mais voilà, si j'ai pas un truc j'ai pas la promesse de rembourser 2000 € de frais juste avec les vidéos que je vais faire sur le 3, c'est pas la peine j'ai pas besoin d'y être de toute façon pour faire mon reportage. Par exemple, tu vois, j'ai fait une vidéo de réaction aux différentes conférences, genre littéralement 10 minutes après qu'elles soient sorties, et chacune de ces vidéos a 50 000, à peu près à peine moins de 50 000 vues. Et je me dis de toute façon j'y serais allé, je pense pas que j'aurais plus de 50 000 vues sur Benzaï Live, qui est une chaîne qui a 110 000 abonnés. Je sais pas si j'aurais plus de 50 000 vues. Tu les aurais fait probablement de manière moins réactive, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que... Oui, en plus j'aurais galéré pour les uploader. Bah, tu aurais galéré pour les uploader, pour les enregistrer. Si tu avais été aux conférences, sur place, laisse tomber, le net il tombe, hein, on a tous des petits boîtiers Wi-Fi, etc. Mais t'as 5000 personnes qui l'utilisent, donc ça s'intéresse. Donc là, tu uploads à 3K, quoi. Donc tu aurais dû rentrer vite à ton hôtel, mais qui se trouve, Los Angeles, hein, à 45 milliards de kilomètres. T'aurais été fracassé de fatigue. Enfin bon, du coup, c'est ça aussi les gens. Non, mais c'est pour ça, je sais que ma couverture de l'E3 elle aurait été plus intéressante pour moi, mon expérience peut-être. Mais par contre, franchement, en termes de feedback et de responsabilité, de temps de réponse sur les infos, quoi. Parce que par exemple, tu vois, justement, moi, quand quelqu'un j'ai vu partager sur un obscur forum les guerre des consoles que je salue sur jeuxvideo.com, partager genre la vidéo de gameplay de Far Cry 4 qui allait sortir dans 30 minutes chez Sony, quoi. Ça, j'ai tout de suite pu le tweeter, etc. Alors que j'aurais été en train de faire la queue pour rentrer dans le Convention Center, j'aurais jamais rien vu. Bon, peut-être quand même une autre année, parce qu'après, il y a du traitement à faire sur place qui peut être un peu différent. Ah, mais moi, ça m'intéresse, mais le truc, c'est que je vais pas prendre 2000 € de ma trésorerie personnelle pour aller... Surtout que je te dis tout de suite, ce sera plus que 2000 €. En plus, un vol, tu peux trouver moins cher, quoi, mais genre, ça va être au minimum, ça va être genre dans les 700-800 €. Après, il va falloir te loger quand même, alors, sauf si tu veux aller à Pétaouchnok dans une... Après, moi, j'ai des potes, enfin, c'est pas pour me la péter, mais j'ai des potes à LA. Mais il faut manger aussi quand même. Oui. Et à LA, période de 3 à côté du Convention Center ou autre, c'est pas 22 centimes hein, non plus. Ah, j'imagine. C'est un petit budget. Mais on revient à l'E3, parce que moi, il y a plein de jeux encore qui m'ont vachement plu. Genre, bon, alors vas-y, dis-nous tout. Genre Evolve, je sais pas si ce que t'en as pensé. Evolve, alors le truc, c'est qu'il y a cette mode maintenant du gameplay, genre à 1v4. Elle est dans Fable, elle est dans Evolve, elle est dans le dernier Mario Party. Je vais te dire Fable. Mais je trouve assez joli, moi. Mais par contre, il a l'air assez limité, oui, en termes de concept.
j'arrive pas à m'enthousiasmer sur Fable. Bon, après, très honnêtement, c'est pas une série qui me parle plus que ça. Ouais, mais là, il a l'air très différent quand même d'un Fable. C'est pas un jeu, c'est pas un RPG déjà, c'est un espèce de hack and slash coop. C'est peut-être pour ça que ça me plaît moyen. Enfin, ça m'a pas emballé. Alors que Evolve, bon, déjà, rien que le logo, moi, je le trouve brillant déjà. Non, mais ça c'est de la non-info. Évidemment. Mais je trouve quand même que c'est classe. C'est-à-dire que Evolve, les premières lettres, les 4 premières lettres, elles sont dans des petits carrés. Le V du Evolve dans une zone différente en noir. Et après, là, en grand E. Donc ça veut dire que c'est 4 petits contre un grand. Je trouve ça top, quoi. Parce que tout de suite, tu comprends la promesse. Et alors, donc j'y ai joué. C'est top. Moi, tu sais, je suis pas très multijoueur, mais là, les rôles sont clairement définis. T'as le médic, t'as l'attaquant, t'as le personnage de soutien, t'as le tank, machin. Enfin bon, voilà. Et t'as le monstre. Et le monstre, il est trop cool. Ils ont des gueules de ouf. Les univers sont très travaillés, etc. Moi, j'ai bien aimé Titanfall, Ouais. même si je n'y joue plus du tout. C'est passé assez vite, je trouve, Titanfall. Mais bon, un peu répétitif, etc. Et là, dans Evolve, alors déjà, l'univers me plaît 10 fois plus. La créature, en fait, il faut, pour gagner quand tu les attaques, enfin les humains, Ouais. il faut essayer de le tuer avant qu'il arrive dans sa dernière transformation, dans sa dernière évolution, parce que là, après, il bouffe, il devient énorme, machin. Et il y a une sensation vraiment réelle de toute puissance du monstre qui peut te déglinguer, etc. Donc de flip. Et donc, Ouais. d'obligation, d'organisation, d'équipe, machin, de soutien, vas-y, avance là, vas-y, machin, etc. Dans un truc très tropical et machin à la Predator. Ouais, ouais, ça a l'air cool en tout cas. J'adore. Vraiment, et en plus, c'est super beau. Hein. Tu as joué sur quoi du coup? J'ai joué sur quoi? Sur Xbox One. Sur Xbox One, ouais. Donc du coup, ça avait la classe, ouais. Et là, on avait tous nos casques micro, donc Ah ouais, ouais. on s'est fait déglinguer par la créature. Déglinguer. Et en plus, Ouais. du coup, c'est des parties qui sont pas trop courtes. Je crois que là, moi, ma première partie, je crois qu'elle a duré 5-6 minutes, bien intense, etc. Ah d'accord, ouais. Enfin, là, non, mais vraiment, j'ai gros coup de cœur pour Evolve. J'attends de voir, parce que c'est les mecs de Left 4 Dead. Ouais. Et du coup, j'attends de voir si tu tournes pas en rond au bout de 2-3 après-midi intenses sur les maps et sur le concept. Parce qu'il y a une belle promesse, mais en même temps, les maps ont intérêt à vraiment être très très riches pour que tu puisses faire Ah bah, toutes sortes d'embuscades plutôt que. Bon, mais c'est bon, on sait qu'il sera toujours là. moi, je t'avouerais que dans mes parties, c'était toujours sur la même map. Je sais pas s'il y en avait d'autres disponibles là, sur le salon. Mais il y en a plusieurs en vrai. Et elle était très grande. Hein. Avec vraiment des D'accord, ouais. grosses zones très différentes, énormément de verticalité. Ok, ouais. Donc, vraiment avec les marécages, la zone de forêt, la caverne, machin et tout. Et du coup, bah, le truc, c'est qu'ils sont obligés d'être dans de la verticalité parce que la créature, Elle grimpe partout. Ouais. elle devient de plus en plus grande, quoi. Et elle vole. Ah oui. T'arrives dessus, elle te cloue au sol, elle te balance des trucs, des attaques de zone. Genre, par exemple, la créature, elle a un truc où elle peut balancer une attaque qui fait que ça crée une espèce d'arène. Et donc, tu peux plus repartir. Et donc, t'es pris dans sa nasse, et là, elle te cartonne et tout. Non, mais vraiment, Ah non, ça a l'air bien. Ouais. tu te sens merdique, quoi. Tu te sens. C'est pour ça qu'il faut vraiment se coordonner. Genre, si elle est là, tu la cartonnes, puis tu te casses vite, parce que sinon, si elle te chope, mais alors là, c'est le gangbang, quoi. Donc, c'est chaud. Non, mais ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Il y a des trucs qui sortent en 2014. C'est juste qu'il y a tellement de choses qui étaient vraiment très prometteuses qui sont repoussées à 2015 que je pense qu'il y a vraiment un gros manque. Tu vois qu'Electronic Arts ça ramène que dalle. Tu vois que Batman est repoussé à 2015. Alors, Batman, il déglingue. Alors, je suis. Est-ce que t'as vu un peu plus du coup de ce qu'on a vu à... Ouais. Bon, après, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Donc, j'ai vu d'autres embranchements que ce que vous avez vu. Mais moi, ce que je retiens, alors oui, c'est pas encore parfait, mais il travaille encore dessus. C'est la Batmobile qui apporte quand même un dynamisme vraiment top. Tu sais, quand tu te fais éjecter Ouais, quand tu te balades, ouais, et tout, ouais. et que tu ouvres tes ailes, là, machin, enfin, c'est classe en plus. Alors, ça tournait sur PC, hein, enfin, PC avoisinant, blablabla. Mais en gros, ce que je pense, c'est que ce sera pareil, mais avec un pet plus d'aliasing. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le trailer était assez dégueulasse avant le 3. Et du coup, ça scintillait, j'étais là, bon, putain, les mecs, il y a un problème de résolution. Tout à coup, à l'E3, je vois, ah putain, il n'y a plus d'aliasing, c'est génial, ils ont tout. Puis après, ils se font, bon, c'était sur PC. Et du coup, il fait, du coup, on aura quoi dans les mains sur console Je pense que malheureusement, je pense que ça aliasera un petit peu, mais bon, moi, je suis de ceux qui trouvent que la technique, c'est important, tout ça, machin et là, mais que quand même, en plus, je trouve que les yeux s'habituent assez vite. Ouais, mais un aliasing bien dégueulasse, quand même, ça te. J'espère qu'il sera moins dégueulasse que ce qu'on avait vu précédemment. Mais enfin, de ce que j'ai vu là, en tout cas sur le jeu,
putain, ça a la classe, ça bouge bien, c'est toujours aussi nerveux. Puis quand même, Rocksteady, c'est pas des mots de branque, quoi. Donc, Non, mais j'attends de voir. J'attends de voir le scénar, surtout l'ambiance, comment c'est calibré, les affrontements de boss, qui est le gros problème de Rocksteady pour moi. Ils ont vraiment des fois du mal. Tu te retrouves devant un truc vraiment arthritique quand il s'agit de faire des combats de boss, alors que tout le reste est génial. J'attends vraiment. Je suis en mode wait and see sur ce Batman, même si par contre je suis hyper hypé par rapport à l'ambiance, au graphisme, etc. Il n'y a pas de souci, mais le Batman, en plus, avant, tu sais, je le trouvais un peu très comics américain, c'est très carré, très. ouais. Et là, je te dirais pas qu'il est félin, hein, ce serait dire de merde. Mais je sais pas, il est plus rapide, il est un peu plus affiné, il est top. Moi j'aime bien. D'accord, ouais. Non, mais ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Parce que là, ça fait quand même déjà plus d'une heure. Mine de rien, on n'a pas trop parlé d'Assassin's Creed Unity qui. Si, on en a parlé. La coop a l'air vraiment cool. Je peux te dire des trucs que je crois que peu de personnes savent. Vas-y. Parce que pour moi, c'est quand même vraiment l'un des jeux du salon, si ce n'est le jeu du salon. En tout cas, ce sera l'un des jeux de l'année, ça c'est clair, parce qu'il a un boulevard monumental sur le truc. C'est clair. Parmi les petites nouveautés quand même qu'ils ont apportées, bon, au-delà de la foule 5000 personnes, pas tout le temps, hein, mais enfin jusqu'à 5000 personnes, etc. Il y a des trucs que moi je trouve plutôt cool. C'est déjà, tu as la possibilité de supprimer tout le HUD. Ça, tu pouvais le faire dans Assassin's Creed 1. Mais si, j'ai fait tout Assassin's Creed 1 sans HUD. Intégralement? Oui. Ah, ça me rappelle plus. Enfin, ah bah si, mais refais tout Assassin's Creed 1. T'as le temps là. En tout cas, et là, du coup, tu peux l'enlever. Du coup, en immersion, moi, je trouve ça vraiment cool. Un truc qui, moi, me saoulait dans les Assassin's Creed, c'est que tu sais, t'as toujours des gardes sur les toits. Ouais. Goal, puis alors, quand tu te fais choper, tu montes sur les toits, puis les mecs te suivent. Et puis ça les mecs sont tous des tortues ninja, ouais. Voilà, ça, il n'y a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de gardes sur les toits, et ils arrêtent de te poursuivre si tu montes, parce que les mecs sont pas censés être aussi agiles que toi, tu vois. Enfin, oui. Voilà, donc ça, je trouve ça plutôt cool aussi. Plus de temps de chargement, c'est-à-dire qu'entre les extérieurs, les intérieurs et les cinématiques, ça c'est bien, ouais. Tout est seamless. Et ça, je l'ai vu, ça fonctionne, machin, ça c'est cool. Et il y avait un dernier truc, ah oui, et les monuments sont en échelle 1 pour 1. Et ça, c'est la première fois dans Assassin's Creed. Par exemple, la cathédrale Notre-Dame, ils n'étaient pas censés me la montrer, mais ils me l'ont montré. Et on est rentré à l'intérieur. Et franchement, là, tu lèves les yeux et tout, c'est waouh, c'est vraiment immense. Et du coup, il y a plusieurs comme ça, et c'est le plus gros bâtiment qu'ils ont jamais créé dans un Assassin's Creed. Genre, ça a été 8 mois de taf pour une équipe, je crois, de 4-5 personnes. Les pauvres. Putain. Ce qui est cool, c'est que du coup, comme tout est à l'échelle, une fois de plus, mais ça, c'est un truc que la next-gen permet plus, c'est on gagne vraiment sur des maps à verticalité, et donc avec des impressions comme ça de profondeur, ouais. de vue très très loin. T'es moins dans SimCity, quoi. Ouais. Et il y a un truc aussi au niveau justement de la grimpette qui a été, je trouve, améliorée, c'est que maintenant, en fait, pour que ce soit encore plus fluide, tu regardes une direction et tu enclenches et il y va. C'est plus genre clac, clac avec le stick, tac, tac, tac. Et donc, oui, je sais. Là, ça me fait peur, là. Plus automatisé sur ce genre de truc, mais quand tu le joues, c'est plus agréable, vraiment. Je sais, mais d'ailleurs, ça se sent et ça se voit, vous avez pu le voir. Par contre, c'est plus fluide, ouais. Les mouvements sont plus fluides. Dans la présentation, je crois que c'était la conférence. C'est Microsoft ou Ubisoft, de toute façon. Ubisoft, celle de la solo, où il est quasiment au sommet de Notre-Dame et il descend en 4 secondes, quoi. Ouais, non, c'est ça, ouais. Il descend super vite et tout. Et tu peux monter, pas aussi vite parce que c'est un peu plus dur, mais ça, je trouve ça cool parce que finalement, on s'en fout, quoi, de devoir galérer à descendre et machin. Ouais, le truc c'est qu'il faut faire attention quand même, hein, parce que trop peu de gameplay peut tuer vraiment l'expérience de jeu pour moi. Hein. Pour l'instant, moi, de ce que j'ai vu, ma seule, on va dire, attention, quoi, réserve, c'est, je trouve, les combats, même s'ils m'ont dit qu'ils seraient plus compliqués qu'avant, en gros, tu pourras plus être à 3 contre 1 et faire clang, 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 clang. Ouais. Là, on vaudra mieux être tactique, en tuer 2 vite et après... et se casser, ouais. Mais je trouve que même dans les animations et tout, c'est toujours un peu mou, tu sens pas trop les coups, etc. Bon. C'est terrible, hein, parce que Assassin's Creed 1, c'était justement la grosse claque en termes d'animation, et genre, ah mon dieu, mais putain, mais ils peuvent vraiment faire un jeu où tu combats les trucs, et maintenant c'est déjà devenu complètement obsolète, parce que ça a déjà 7 ans, Assassin's Creed 1, c'est assez le délire. Vite fait, parce qu'on a peu parlé quand même de jeux 2D, j'aimerais revenir sur Oni, ou Ori, et la forêt là. Ori. Moi c'est simple, il y a 3 jeux indés que je trouve qui ont vraiment marqué le salon, et marqué le salon au moins aussi fort. Enfin indé, Ori, s'il exclut Microsoft, c'est qu'il y a un gros chèque derrière quand même.
peut-être, mais alors je peux te dire, ils sont 12. Ah Pas oui, non, mais il y a ça, par contre, oui. qui travaillent dessus. Mais Alors, l'indépendance, c'est pas du budget, c'est. oui, mais c'est une indépendance créative. Et attention, ils travaillent même pas ensemble. Ils sont même pas dans. Enfin, ils travaillent ensemble, mais je veux dire, ils sont même pas dans les mêmes locaux. Il y en a à Prague, à Budapest, D'accord, ouais. machin. Et ça fait 4 ans qu'ils sont dessus. Et Microsoft s'est intéressé à eux, pas depuis 4 ans, quoi. C'est genre, ils ont dit, Ouais. faire bien, machin et tout. Donc bon, on va dire les trois indés, créativement parlant, machin, c'est Ori. Vraiment super classe, très belle ambiance, C'est Miyazaki-esque, beau, etc. hein. C'est un Metroidvania. Je pense que le gameplay, enfin, j'y ai joué, ne sera pas transcendant. Enfin, tu vois, c'est pareil, il ne faut pas s'attendre à une révolution, mais il y a une vraie ambiance. Et il y en a deux autres, c'est Inside des pères de Oui. Nintendo. Alors, ça, est-ce que t'en as vu un peu plus que le trailer ou pas? Non, non, le premier truc que j'ai fait, c'est chercher Inside, c'est où, il n'y en a pas. Donc ça, c'est très frustrant, mais alors vraiment, ça a l'air Alors, parce que j'ai adoré Limbo, et oui, Inside, ça a l'air très cool. ça a l'air vraiment très cool, mais malheureusement, rien sur le salon en plus. Et le dernier, c'est Abzu. Oui, Sur qui est le PS4. nouveau jeu des mecs de Journey. Une partie de l'équipe. Oui, c'est ça. Qui s'est séparée, qui s'appelle maintenant l'équipe, c'est The Giant Squid. Oui, Giant Squid, c'est ça, exact. Voilà. Et ça, ouais, j'ai hâte de le voir. Ils Donc, ont fait Journey dans l'eau, quoi. c'est ça, un petit peu. Donc voilà, ça c'est trois titres vraiment que je trouve ont marqué le salon. Moi j'en ai beaucoup parlé, on en a pas mal parlé autour de nous. Voilà, c'est les petites pépites rafraîchissantes, pas triple A, méga budget, méga truc. Après très frustrant parce que hormis Ori, aucun n'était sur le salon. Ah merde, parce que pourtant, ils ont fait un gros trailer indé sur Xbox One à la fin de la conférence, quoi. Non, non, mais parce que là je retenais vraiment ces trois-là. Mais sinon oui, il y en avait plein d'autres. Il y avait par exemple White Knight, qui est un jeu français, qui est vraiment noir et blanc, avec une sorte de survival qui rend hommage à Alone in the Dark. Oui, c'est ce que j'avais vu, ouais. Ouais, ça, je vois ce que c'est, ouais. Avec des allumettes et tout. Bah, sur Gameblog, si ça vous voulez en savoir plus, j'ai fait l'interview des créateurs français qui nous en racontent un petit peu plus, l'ambiance, l'hommage à Alone in the Dark, les films d'Hitchcock. Et ça a l'air plutôt cool, ça a l'air plutôt cool. Et ça sortira sur Xbox One en tout cas dans un premier temps et PC, et a priori probablement aussi sur PS4. Après, il y en avait plein d'autres. Moi, il y en a un qui m'a pas fait fantasmer des matchs, c'est Untwine. À la fois, j'ai pas Ah oui. joué encore. Alors, J'ai pas joué encore, donc peut-être Ça, c'était la grosse, pour moi, la grosse fourberie Sony-esque, c'était justement de montrer ce jeu, genre regardez, c'est beau, c'est un petit peu concept et tout, quoi. Il coûte 9,99, vous pouvez l'acheter maintenant si vous voulez. Allez-y, allez-y. Et vraiment, c'était le petit moment de solitude encore. Vous ne saurez pas ce que ça vaut, mais ça a l'air bien, c'est un dé. Voilà, c'est ça. Et du coup, bon, le truc, c'est qu'il y avait une petite mini polémique, par exemple, sur Child of Light, comme quoi, genre, c'était le jeu indé, mais c'était vraiment, c'était genre indé sans être indé, quoi. Et justement, c'était la cartouche indé maintenant que cherchaient certains développeurs, qui étaient pourtant pas du tout indé, parce qu'ils avaient des éditeurs, etc. L'indépendance, pour moi, elle est avant tout, non pas seulement juste financière, mais carrément en termes éditorial, etc. Bah, c'est Donc- ça, parce que dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, tous les jeux qui sont kickstartés sont plus indépendants, parce qu'il y a des gens qui leur filent des sous, Si, parce voire que- même beaucoup de sous. Et c'est justement, ils financent l'indépendance. Dès lors que il y a genre un gros groupe qui va dire bon ben maintenant ça va être une IP Microsoft ou une IP Sony comme Journey ou Ori par exemple. Pour moi c'est plus de l'indépendance si ton IP n'est plus à toi et Moi, je trouve que qu'elle est chaperonnée quoi. la définition des jeux indépendants, elle est diverse. Elle est indépendance économique, indépendance créative, etc. Moi, je trouve que la plus importante, c'est l'indépendance créative. Non mais ça. après tout le monde, enfin genre Mass Effect ils ont une indépendance créative à un certain degré aussi, même s'ils ont un cahier des charges. Mais le Non, truc c'est que tous les non. jeux finalement ont un cahier des charges. Honnêtement, aucun triple A à plus de 20 millions de budget n'a pas, à un moment ou à un autre, un tout petit peu, je ne dis pas majoritairement, mais un tout petit peu de playtesting, machin. Ah mais et si tu écoutes David Cage, c'est lui le meilleur indépendant du monde. Même s'il est sous perfusion Sony depuis des années. Ouais, bah alors, quelque part, je suis assez content d'avoir donné cet exemple-là, parce que je t'ai donné un exemple à plus de 20 millions. Oui. Et aucun des jeux Quantic Dream n'est à plus de 20 millions. Ils sont pas à plus de 20 millions sur Beyond. Non. Putain, ils doivent être à genre à 18,5. Mais ça n'en fait pas justement des très gros jeux. C'est-à-dire que derrière, ils ont un soutien de Sony très fort, hein, ça, il n'y a pas de problème. Il y a du marketing et tout. Ah, c'est même plus qu'un soutien. C'est. Pas tant que ça. Non, mais alors, dans les faits, vraiment, pour avoir vu, avoir discuté, machin, ils ont un très gros soutien, évidemment, mais moins, clairement beaucoup moins en argent, sonnant et trébuchant de marketing, etc., que plein d'autres gros jeux. Hein. Les gens, vraiment beaucoup moins. Reste que. Genre,
Quantic Dream, par exemple, quand j'étais chez Machinima, on est allé chez Sony et il y avait une avant-première du jeu avec les acteurs sur Paris et ils étaient là. Est-ce qu'on peut faire venir peut-être des youtubeurs de chez Machinima pour aller au truc et pourtant, c'est les VRP Sony qui font la com de Beyond. On est d'accord. Donc là, du coup, on n'est pas dans l'indépendance. Et enfin, de toute façon, la question se pose pas sur des jeux, sur les jeux Quantic Dream. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, du Child of Light, c'est pas de l'indépendant. Du Ori, du coup, ce n'est pas de l'indépendant. Si le jeu est exclusif à une machine et que surtout le développement est chaperonné par Microsoft, c'est que vous êtes plus dans l'indépendance. C'est pas grave de plus être dans l'indépendance, mais c'est juste, ça peut pas faire partie du catalogue indie. Comme était par exemple le Xbox Live Indie Game, où là c'est vraiment juste des gens qui ont acheté une licence et qui développent des jeux et il y a quasiment aucun retour produit dessus, et du coup tu peux trouver tout et rien sur l'Xbox Live Indie Game. Moi, je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ça veut dire que c'est des équipes resserrées qui ont le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire, qui ont du coup pas une pression économique aussi terrible. Mais quand je te dis terrible, c'est... Ah oui, non mais je me doute. Les mecs qui font des AAA, je peux te dire, tout le monde leur tombe un peu dessus si c'est pas bien ou machin. Ils ont une pression de malade, des enjeux énormes. Les indés, le retour sur investissement, etc., étant moindre, machin, ils ont plus de tranquillité à ce niveau-là. Et créativement, ils sont indépendants. Après, que tu aies une grosse machine, un Microsoft, un Ubisoft, un Sony ou quoi que ce soit, qui en termes de marketing derrière va les pousser un peu plus, je vais te dire, tu sais, Journey par exemple, n'a pas eu un soutien marketing tonitruant. Mais ça reste que ce n'est pas un jeu indépendant. Bah, pourtant, je t'assure que franchement, ils ont décidé 100% de ce qu'ils voulaient faire, comme ils voulaient le faire, de manière totalement... Dans leur coin, mais qui fait le chèque à la fin du mois? C'est Sony Computer Entertainment et McQueen Mickey. C'est pas genre les gars qui sont là en train de se dire ouais bon, est-ce qu'on va avoir un retour sur investissement ou est-ce que c'est les précommandes de notre jeu qui financent directement nos salaires? C'est pas le cas. Et je trouve que, ça c'est mon avis personnel, hein, il est préférable d'avoir cette espèce de meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir le soutien d'un gros qui te fait confiance et qui va te dire moi je mettrai pas les mains dans ton... Non mais c'est très bien pour les indés. Attends, et du coup par exemple le cas de Journey devait sortir 1 an avant sa sortie définitive et c'était visiblement la cata. Le jeu était pas bon, pas bien rythmé, etc. Ils avaient déjà dépassé le budget prévu et General Chen elle allait voir Sony, il leur a fait les gars là c'est pas bon, machin, il nous faut une rallonge d'1 an. Ils ont eu la rallonge d'1 an, sur lequel je crois qu'ils ne se sont même pas payés. Enfin, c'était un peu machin, ça a été un peu compliqué. Ils en ont chié. Au final, ça nous donne Journey, que moi je trouve exceptionnel. Que si, et on verra maintenant leur prochain jeu, maintenant qu'ils vont devoir avoir un soutien autre qu'un Sony, puisqu'ils sont maintenant tout seuls, même s'ils ont... Est-ce qu'ils sont vraiment indépendants? Puisqu'il y a des gros qui leur... Non, mais ils seront édités, donc pour moi, ça reste... si ça sort pas sur une plateforme indépendante et que c'est pas financé de façon indépendante, soit par les précommandes, soit par soit un Kickstarter, mais pas par un éditeur, c'est ça... si tu veux, le truc, c'est que par exemple, moi, je parle de temps en temps avec des gens comme Atomium ou Sad Panda, qui sont des gens qui streament, qui soutiennent beaucoup la scène indépendante et qui vont jouer à des jeux absolument obscurs du cul. Steam Greenlight, c'est de l'indépendance. Mais par exemple, ou même les gens qui font le jeu Streets of Fury, dans lequel Benzaï sera jouable bientôt. Super. De quoi? Ce sera quoi ta super? Je chie un magnétoscope. Évidemment. Pourquoi tu demandes, voyons? Je chie un magnétoscope. De quoi? Et tu évites des crottes de nez? Non, mais par contre, je balance des cassettes, je chie un magnétoscope et je donne des coups de cheveux avec ma perruque. Mais en tout cas, y a un trailer sur Benzaï Live, les gens peuvent aller regarder. Tu tapes Benzaï dans un jeu vidéo, tu le trouveras direct. Et j'ai même fait les voix et tout. Mais le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est que des fois, justement sur des salons comme ça, ils aiment bien entretenir l'amalgame entre indé et juste un petit peu poétique, trop beau, je suis un visiteur du jeu vidéo. Du coup, c'est un petit peu genre récupérer le marché indé en disant regardez, nous aussi on fait de l'indé avec nos gros sous. Même si c'est génial pour les développeurs qui avaient envie de faire par exemple Ori, etc. Ils ont un poumon et ce qui est vraiment, du coup, ils sont pas dans la précarité des indés. Parce que si ils étaient sortis tout seuls dans leur coin, dans une pauvre room du Convention Center, sans aucune mise en avant, on se battrait les couilles. Actuellement, personne sera en train de parler d'Ori probablement. Alors exactement. Que là, tout le monde a regardé Ori. Exactement, mais c'est ça aussi justement, c'est ça les bienfaits justement que des gros éditeurs voient le potentiel chez des indés. Mais le truc, c'est que en termes d'arguments marketing, ça avait posé des problèmes sur Child of Light. Tu ne peux pas présenter ton truc
et entretenir l'amalgame. Oui, regardez, c'est du jeu d'artisan, etc. Alors que c'est quand même une grosse machine, c'est du marketing, c'est t'es pas dans si tu veux ta street cred en tant qu'indé, tu fais ton truc en indé. Si tu fais du jeu poétique, tu le vends comme un jeu poétique, hipster, tout ce que tu veux. Mais je trouve que justement entretenir l'amalgame, c'est quelque chose de malsain justement pour les gens qui vont par exemple je sais pas acheter Rayman Legends en se disant ah bah c'est cool les petits choux, il faut acheter ce jeu quoi. Ouais. Bah, je vois ce que tu veux dire. Voilà, parce que c'est juste que tu as Ori par exemple, ça a l'air génial, c'est pas de l'indé. Par contre après il y a eu un teaser spécial pour la plateforme indé X-Big là, et ça a l'air cool. Et même si Ori a l'air très cool, mais si tu veux, il y a le vrai indé, c'est dommage, faut pas leur enlever le pain de la bouche à des gens qui vivent de leur précommande quoi. Les jeux par exemple qui sont faits chez Devolver sont pas indés non plus alors. Alors ouais, tu vois, Devolver c'est un petit peu bizarre parce que c'est un éditeur de jeux indépendant. Donc là, on est dans un truc spécial. En fait, c'est des gens qui relaient un petit peu plus, qui relaient le marketing d'indépendant du truc. C'est presque une de la façon. J'avais interviewé le mec de Devolver à l'époque de Crow Team, Serious Sam 3. Il me disait ouais non, on est l'éditeur du truc, mais donc les gars font leur jeu. Et c'est vrai que du coup ils relaient le marketing, même si par exemple c'est eux du coup c'est Devolver qui va faire Hotline Miami, enfin qui va éditer Hotline Miami 2, qui pourtant techniquement il n'y a pas plus indé qu'un Hotline Miami dans son ADN. Donc c'est vrai qu'il y a un amalgame un petit peu facile à faire de la part d'un Devolver qui lui reste quand même un électron libre. Quand tu es rattaché à un constructeur. Là, je trouve que devrait pas y avoir de débat. Quand tu es rattaché au deuxième, voire premier plus gros éditeur du monde, qui est Ubisoft, devrait pas y avoir d'amalgame entretenu comme ça. Après, c'est vrai que Devolver, tu vois, là tu me poses une petite, une petite colle, un petit grain de sel, parce que c'est vrai qu'il y a pas plus indé qu'un Hotline Miami 2. Pourtant, ils ont un éditeur. What the fuck is happening, tu vois, mais du coup, c'est peut-être techniquement pas un indé, alors que Hotline Miami 1, totalement. Ces indés-là, de ceux dont on est en train de parler, là, les Ori et compagnie, en fait, il y a peut-être un autre mot, alors je ne dis pas qu'il est très beau, mais en fait, c'est les double A. C'est-à-dire que c'est l'ancienne place des jeux un peu moyens, pas trop chers, qui eux ont complètement disparu parce qu'ils essayaient de faire du triple A avec les recettes du triple A, les univers et les gameplays du triple A, mais se sont fait balayer parce que l'exigence des gens a explosé et que maintenant c'est soit t'es go big, énorme, colossal, soit t'es de la merde. Ah, ça existe encore, regarde Born by Flame, c'est typiquement du jeu fini à la colle et. Cite-moi 3 autres. De quoi? Des jeux comme ça, cite-moi 3 autres. Alors, Born by Flame, qu'est-ce qu'il y a comme vieux si, parce qu'en fait, c'est marrant parce qu'il y a. Regarde, le Sniper Elite, c'est du double A, ça aussi. C'est de la petite. Et les Sniper Ghost Warrior aussi sont des double A. Ça fait 2. Mais tu vas avoir du mal à m'en trouver 10. Hein, 10 Wolfenstein, par exemple, Wolfenstein, c'est du faux triple A. C'est rebricolé, c'est. Ah, mais ça coûte cher. Ça, par contre, ça a coûté cher, oui. Ah ouais, non, mais le triple A, tu sais, c'est ça. Hein. Les triple A, c'est pas la qualité ou je sais pas quoi, c'est combien ça coûte. C'est dans quelle catégorie tu te positionnes en termes de financement du jeu et marketing. Je suis sûr qu'avec Born by Flame, Sniper Elite 3, je vais t'en trouver un autre. Ils sont faciles à faire, ils sont faciles à sortir parce qu'ils ont le cul entre deux gènes et ils sortent sur PS3 et PS4 en même temps. Et ils ont exactement la même gueule d'une console à l'autre. Je t'en trouverai un autre. Ces jeux-là, les Ori et compagnie, au fur et à mesure, eux par contre qui ont une identité visuelle, des gameplays qui essaient de changer un peu les choses, enfin là je pense surtout à Inside et Abzu, on l'air différents. Ils prennent au fur et à mesure cette place-là entre le méga triple A qui ravage tout, que sur lui, tu vas le sur TF1, la pub à gogo, bam 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 bam, acheter Watch Dogs, voilà, et t'en peux plus tellement tu le vois partout. Ou Knack. Mais où ça marche, et autre chose. Et c'est pas non plus des tout petits jeux, tu sais, bricolés par 2 personnes, machin. C'est entre les deux. Non mais le truc c'est que j'attends de voir le vrai, je sais pas, le vrai Starbound console, c'est-à-dire le jeu qui débarque de nulle part et qui arrive à se créer une communauté uniquement en full indé, etc. Alors il y en a quelques-uns hein, sur à l'époque du X-Blig, il y a 2-3 jeux qui sont vraiment bien vendus, ou même sur le marché indé PlayStation. J'ai pas d'exemple en tête, mais bon, il y en a. Le truc c'est que par exemple, tu vois, dès lors que, enfin, c'est vraiment de la sémantique, ça sert pas à grand chose d'en débattre, mais c'est juste que c'est important de faire la distinction
pour justement les vrais indés, comme les gens qui font ce jeu là, avec les lapins kung-fu dans la forêt qui se battent contre des loups-garous, j'ai oublié le nom, mais ça fait genre 5 ans qu'ils sont dessus avec uniquement les précommandes du jeu avant l'époque Kickstarter et tout le bordel, et ils sont sur le Humble Bundle et tout le bordel, et ça c'est de l'indépendance, ça c'est de l'indé, ça c'est c'est là où tu vas trouver justement c'est pas qu'il y a que les indés qui travaillent, c'est juste que l'indépendance, on va dire pure, elle est dans ces trucs là quoi. Moi, clairement, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse en tant que joueur, c'est pas de savoir. Oui, c'est les bons jeux, bien sûr. C'est un triple A, un jeu moyen ou un indé, full indé, qui s'est financé pendant 7 ans à crever la race, à manger des chips et je vais mourir, mes machins. C'est est-ce que le jeu me fait kiffer ou pas, qu'il ait coûté cher ou pas, je m'en fous un peu au final. Clairement, en tout cas, c'est le constat moi, que je fais de cette E3 là, c'est que oui, pas de grosse révolution. Oui, pas énormément de surprises, on en attend tous, évidemment, mais c'est une industrie aussi. En revanche, énormément de jeux. Regarde les jeux dont on a parlé quand même à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de qualité. Ouais, beaucoup de qualité pour 2014 et 2015 s'annonce fou. Parce que, qu'est-ce que t'as... Alors, ok, je sais, hein, c'est un aperçu, c'est rien, ou quasiment rien, mais Zelda et Uncharted, ça fait rêver quoi. Le Zelda, le truc c'est que le Zelda, il y a une présentation avec une grosse promesse au niveau de l'open world, au niveau du gameplay non linéaire, au niveau et du coup, je pense que c'est une promesse qui a déjà été faite et tenue sur le Zelda 3DS. Ouais. Qui était top. Je te vois faire la grimace. Hein. Ouais, et du coup, qui était top. Et du coup, je sais que ça veut dire qu'ils se sont déjà posé ce genre de questions-là sur le 3DS et qu'ils peuvent, eh bien, du coup, l'étendre à un univers bien cohérent, bien beau. Et les graphismes sont vraiment top et la direction artistique est vraiment incroyable. Carrément, ouais. Alors que par contre, le Uncharted, là, on est quand même en phase d'une branlette maximale. Attends, juste un truc sur Zelda. Il y a un truc qui m'a fait kiffer, c'est sa nouvelle arme. Parce que honnêtement, dans les Zelda, on se tape à peu près les mêmes armes depuis 20 ans. Quoi. C'est vrai, et là, elle a un arc. Alors, un arc qui se transforme, qui balance un truc. Alors, ils ont dit c'est peut-être pas Link, tout à fait, c'est peut-être Zelda. Ouais, mais alors ça, il est revenu dessus à Numa, il s'est excusé d'ailleurs, il a fait. En fait, c'est Link, désolé. Tout le monde s'est enflammé, mais c'est Link. Bon, alors, mais du coup, cette fois, on va sauver Zelda, sauf que Zelda, il a une moustache. Parce que la Link, c'est une femme, on est d'accord. Enfin, du moins, en tout cas, tu l'identifies comme ça quand tu la vois. Non, c'est un elfe. Là, il est plus il y a androgyne et vraiment, enfin là, elle est plus féminine que jamais. C'est ce qui ressort de pas mal de feedback. Putain, les gens se sont plaints qu'il n'y ait pas de femmes dans Assassin's Creed. Ah bah oui, bah alors là, en tout cas, il y a pas de problème. Non, mais du coup, j'aimerais justement savoir s'ils ont les balls de carrément vraiment retourner le truc et de faire que Link est une femme et que Zelda est un homme et que. J'ai envie de te dire, on parle quand même de Nintendo. Hein. Ouais, voilà. Donc je pense qu'on va peut-être pas aller sur ce terrain. Mais Nintendo a créé le premier personnage trans de l'histoire du jeu vidéo avec Bordeaux, qui dans la notice explique que Bordeaux est un mâle, mais il préfère s'habiller en femme. Et à la fois Nintendo a fait un jeu Tomodachi Life dans lequel tu peux te marier avec tout le monde, mais tu peux pas te marier avec des gens du même sexe. Donc bon, je pense que, techniquement en 2014, ça leur demandait un petit peu trop que de faire un personnage homme-femme, machin. D'ailleurs, je regrette la disparition de Bordeaux dans Mario Kart, hein, mais c'est un autre débat. Mais le meilleur personnage de Nintendo est Tingle, bien sûr. Oui, bah alors lui par contre qui est vraiment gay à l'os pour le coup. Hein. Il est à fond quoi. Du coup, le truc c'était pour revenir par rapport au Zelda qui lui, en plus d'être vraiment impressionnant et qu'on n'avait jamais rien vu, nous a vraiment surpris par une nouvelle direction artistique, par tout le bordel et un tas de promesses qui sont vraiment alléchantes. Genre vous pouvez aller dans la montagne là-bas et puis ce sera asymétrique et puis blablabla. Enfin et non linéaire. Le Uncharted, on est quand même en face d'une énorme knacky ball de branlette ultime. Enfin. Par contre, j'ai pu télécharger les trucs en direct stream, 60 fps, tout ce que tu veux, etc. Tu fais, bon, c'est vrai que c'est beau. Mais... non, je te corrige. C'est pas beau. Tu n'as jamais vu ça. Ah non, mais vraiment. Enfin, après, attention, hein, ça veut pas dire que le jeu final. Enfin, eux, ils ont dit qu'ils cherchaient à faire la même chose, voire plus beau, etc. Et c'est du vrai temps réel, ce qui a été présenté. Alors, ça bouge très bien. Après, le niveau de détail est pas supérieur à du Witcher 3, par exemple, je trouve, par rapport au cutscene. Alors, pour l'avoir vu les deux en direct devant mes yeux, je peux te dire que si, vraiment. Je n'ai pas dit que ça en fera un meilleur jeu, mais techniquement, purement techniquement... Je sais pas, en termes de texture, j'avais trouvé que le Witcher 3, vraiment, enfin à peu près équivalent pour avoir... Là, je l'ai revu en direct stream. C'est pas le même rendu. Ça veut dire que Witcher 3, c'est un jeu très PC, ça veut dire
et c'est penser tes PC avec des mecs PC, ça veut dire il faut que toutes les textures soient overmappées avec d'autres. C'est ça, et puis un petit peu de balai dans le cul, etc. Alors que le Uncharted, c'est vraiment de l'animation pure, les mecs se gavent à mort. Un petit t-shirt comme ça flottant et machin, puis voilà. En revanche, le visage du mec de Uncharted et le visage du mec de Witcher 3, il y a 2 mondes d'écart. Tu vois, le truc, c'est que par exemple, tu vois, il y a des démos de visage dans les démos techniques Nvidia ou même dans Crysis 3 sur la version PC, il y a vraiment des visages absolument bluffants. C'est quand ils jouent vraiment avec des trucs de ouf. Sauf que c'est des démos. Là, c'est le jeu. Non, dans Crysis 3, si t'as vraiment le jeu sur un PC de malade mental, il y a quand même il y a des visages qui envoient le steak. Merde, putain, on a plus de réseau. Donc du coup, on a eu un petit problème technique. Donc je reviens sur le fait que voilà, donc Uncharted, si tu veux, ouais, il y a des super animations, mais si dans Crysis 3, si tu joues avec un vrai PC de bourrin, il y a vraiment des screenshots de visage où t'es. D'accord, mais t'as pas ça. C'est-à-dire que là, les coupures, les mouvements de la lèvre, de la bouche, la manière dont le tissu se. Voilà, mais pour moi, ce qui était impressionnant, c'était l'animation du visage, genre il reprend ses trucs, etc. Après, il rentre dans une jungle, et puis genre il y a rien, et puis c'est tout. Il va falloir quand même. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas suffisant, surtout pour dire oui, bon, ça tourne sur PS4. Ça reste. Le truc, c'est que par exemple sur PS3. Les Uncharted, c'était déjà ça. C'est-à-dire que les premiers trailers, c'était de la cutscene. Dans les cutscenes, il y avait des modèles de personnages qui étaient plus détaillés que dans le gameplay. On va pas se mentir, hein, le jeu, à proprement parler, qu'on aura dans les mains, il sera un petit peu moins beau que ça. Mais voilà. Mais donc, du coup, c'est ça le problème. C'est que par exemple, dans un Witcher 3, quand tu zoomes sur le personnage, c'est le même que dans les cutscenes et tout le bazar. Parce que c'est vraiment. Oui, voilà, c'est cette espèce de truc à la. C'est presque. Une façon de faire, j'ai envie de dire polonaise, parce que t'as le même ordre de choses dans les Metro Last Light par exemple, c'est-à-dire que tout a une texture over craquée, même quand le mec est de loin, et ben il est sur détaillé, tout est vraiment fait avec minutie, même si c'est un peu grossier de loin quoi. Ça vient pas de n'importe quel développeur, ça vient de Naughty Dog. Et Naughty Dog quand même, ils sont pas habitués au bullshit, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils ont montré des trucs qui cassaient la mâchoire et derrière ils ont délivré des trucs qui cassaient la mâchoire. En plus ils sont quand même dans l'absolu, même si ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas, mais dans un truc ascensionnel. Oui, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce Uncharted reste un trailer, c'est un non-trailer. Mais par contre, j'avoue que j'aurais adoré voir, pareil sur Xbox One, Marcus Phoenix en train de démouler un cake en HD. Voilà, ça veut dire que pour moi, ils ont donné ce qu'on attendait, c'est-à-dire le cassage de bouche technique et la suite, parce que franchement, j'en ai parlé à l'E3 et machin, ne vous attendez pas à voir Uncharted 4 sortir avant la fin d'année 2015. Ah oui, non, ça c'est sûr. C'est pour Noël. Le truc, c'est que j'aurais aimé, genre, 1 milliseconde, genre, avec une caméra un petit peu plus éloignée, avec une explosion, avec un petit bout, genre de gameplay, genre, tu vois juste un petit flash de ah putain, en jeu c'est comme ça, un petit peu à Quantum Break, tu vois ce qu'ils ont fait. Des fois, t'avais genre des petites mises à mort de personnages où tu vois. Ils ont réussi leur coup. Parce que tout le monde en parle, tout le monde en a parlé, et tout le monde est comme toi, moi le premier, hein. Évidemment que je rêverais d'en voir plus, évidemment que je rêverais de voir du gameplay, etc. Bien sûr. Bah maintenant, on attend. Mais je trouve que c'est de la non-annonce, et du coup c'était pas suffisant pour dire Uncharted, meilleur graphisme de l'E3 2014, parce que c'était pas... Ce que t'as vu, c'est pas du jeu, c'est pas un jeu, c'est... Genre, alors que par exemple à côté tu vois Witcher où le mec dynamiquement il poursuit un griffon puis il rentre dans un truc et tout, puis genre il y a plein de mecs puis il marche dans une flaque d'eau, c'est genre un truc de malade, et puis il y a pas de temps de chargement et c'est ouvert et puis c'est plus grand que Skyrim et tout le bordel. Pour moi là il y a une vraie plus-value, alors que par exemple Uncharted, si ça devient pas open world, on sera encore quand même vachement avec des œillères dans tout le jeu. D'accord avec toi si ça n'avait pas été Naughty Dog. C'est-à-dire, mais après je comprends, hein, ils bénéficient d'une aura, bah oui. Qui fait qu'ils ont un avantage sur d'autres. Ils ont un petit passe-droit sur le fait de pouvoir montrer rien et tout le monde applaudit. On pourrait se dire que c'est un peu tout mal, enfin genre ah oui mais alors attends il y a des passe-droits et tout. J'ai envie de dire oui il y en a, enfin tu vois, de fait parce que jeu après jeu, Uncharted 1, 2, 3, machin, Last of Us et tout, ils ont prouvé que ce qu'ils montraient à chaque fois ça montait et qu'à chaque fois le jeu c'était ça et que ça déglinguait. Enfin, sauf le gameplay 60 FPS de Uncharted 3 dans le désert qui a été montré à un E3 qui n'existe pas.
qui tourne sur on ne sait pas quoi. Mais je crois pas qu'il avait été montré à l'E3. Ah, alors c'est peut-être à la Gamescom, en tout cas il y avait cette vidéo sur les salons qui était à 60 FPS. C'est pas à l'E3, parce que la séquence de désert, ils l'ont pas montré à l'E3, justement. D'accord, alors c'était peut-être à la Gamescom ou au Tokyo Game Show ou quoi que ce soit. À l'E3, ils avaient montré le bateau qui se renverse. Ouais, et du coup il y avait une version 60 FPS que tout le monde pouvait télécharger, et en fait le jeu n'existe pas, enfin ne tourne pas à 60 FPS. Donc là il y avait quand même du Naughty Dog chic. En revanche, ils ont annoncé catégoriquement qu'Uncharted 4 c'est 1080p 60 images secondes. Ouais. Mais du coup, on verra ce que ça donne. Bon, après, c'est pas le premier jeu à danser en 1080p, parce que par exemple, c'est pareil, The Order 1080p, mais bon, on a mis des bandes noires, comme ça, c'est 8. Techniquement, il y a que 800p, mais le ratio de l'image est en 1080, déconnez pas. Donc bon, ça, c'est un petit peu de l'esbrouf. Oui, mais alors, moi, je fais partie de ceux, en tout cas, parce que ça, tu sais, pendant très longtemps, les gens, ils disaient, ouais, mais alors à quoi ça sert vraiment de faire du cinémascope? Est-ce que ça améliore pas? Et ils répondaient jamais vraiment. Donc moi, j'ai rencontré... Non, mais apparemment, c'est vraiment bien, ouais. Rui Sassoria, et micro à la main, je lui ai posé la question, genre, si vous avez pris ce choix-là, est-ce que ça vous aide à améliorer visuellement le rendu? Il m'a fait, bah nous, on n'a pas pris cette décision pour cette raison-là, c'était avant tout artistique, machin, etc. Mais oui, c'est vrai, ça nous permet, parce qu'il y a moins de lignes, d'améliorer bien sûr. et compagnie. Et franchement, bah, alors, j'aimerais pas que tous les jeux soient en cinémascope, un peu chiant, mais bah, si on a quelques-uns et que ça nous permet d'avoir cette qualité de rendu final, bah écoute, je signe moi, hein, parce que c'est super beau. Hein. Non, mais ça avait l'air en tout cas bien post-processé, et ça c'est clair. En tout cas, le truc c'est que voilà, c'est que j'ai vu sur Gameblog meilleur graphisme Uncharted. Je trouve ça un petit peu passe-droit-ifié parce que on n'a rien vu non plus. En franchise, je te le dis, oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais je t'ai expliqué pourquoi on en est arrivé à ce raisonnement-là. C'est parce que ils nous ont, jusqu'à présent, jamais menti. Et que si donc c'est véritablement ça, bah, moi j'ai jamais vu ça. Tout simplement. Que ce soit sur PC, console ou autre. Même dans des cinématiques, hein. Ouais, jamais vu ça. Donc c'est la grosse claque. Mais j'aurais rêvé que ce soit plus long. Donc nous verrons. En attendant, je suis sûr que tu achèteras ton Last of Us PS4 50€. Avec les DLC, bien sûr, ils sont offerts eux, parce ils sont très gentils. Pour jouer à Last of Us en 1080p 60 fps avec une image légèrement plus sombre et des textures légèrement plus fines. Mon Dieu, comme c'est alléchant. Non, évidemment que non, mais enfin, je veux dire évidemment que non. Oui, c'est une redite et machin, mais 40 boules, 40 boules. Ouais, je sais. 40 boules. Tu te rends compte, à l'époque où ils nous vendaient 40 boules, le God of War Collection HD sur PS3, tout le monde pensait, oh putain, c'est un peu cher quand même, ça pourrait être à 30€. Et là, il y a un seul jeu et c'est 50 boules. Ça c'est quand même vraiment. J'ai envie de te dire, quand t'as acheté un DVD, je sais pas, n'importe quel film, et qu'après tu l'as racheté en Blu-ray, le Blu-ray il était pas moins cher, quoi. Non, mais après, le cinéma, c'est clairement autre chose. Ah bah pourquoi? Mais parce qu'un film ne vieillit pas en termes de. Parce que. Un jeu, c'est aussi pensé avant tout comme un produit technologique, etc. Donc t'as des trucs, et ça prend, genre le nombre de mégaoctets que ça prend, etc. Les textures sont, il y a un coût sur tout ça. Alors que un film, c'est un film, c'est une œuvre finie. C'est comme tu dirais, bah oui, bon, un livre qui a 20 ans, il devrait coûter moins cher qu'un livre qui vient de sortir. Ce qui est aussi le cas, mais parce que c'est un classique, c'est vendu, etc. Mais sinon, un album de BD, c'est pas censé baisser de prix. Un CD musique, c'est pas censé baisser de prix non plus. Sauf quand c'est sauf quand c'est un disque exceptionnel. Mais moi, je trouve qu'un jeu, ça devrait pas forcément baisser de prix non plus. Ah bah si, moi, je trouve que si, parce que ça reste quand même un jeu. T'es à la frontière entre le produit culturel et le jeu et le jouet. Je suis d'accord avec toi. Et donc du coup, mais j'ai envie de te dire, là, il y a le décalage de temps entre Last of Us PS3 et PS4 n'est pas suffisant pour que le jeu soit daté. Oui, mais foutez-le à 30€, vous en avez vendu des millions d'exemplaires sur PS3. Entre nous, moi, si tu me demandais mets le prix, je te mettrais même à 9€. Enfin, je suis pas heureux. Non, mais si tu calcules quand même, genre, ce qui serait raisonnable et pas trop du foutage de gueule et pas trop prendre son public pour des vaches à lait, 50€, ce qui est le prix d'un jeu neuf normal, et même c'est encore moins cher si tu fais de l'import anglais. De base, il est plutôt à 70€, et après tu peux trouver avec des prix verts ou des trucs comme ça moins cher. Mais... Ouais, voilà, mais 50€ en grande surface, hein, parce qu'attention, un Carrefour, quand un jeu est à 70€, dans les Carrefour, les Leclerc, tout le bordel, c'est 55, allez hop, prix coûtant, je vous emmerde. Et c'est pour ça qu'il sera probablement peut-être à 40 ou 35€. Non, mais tu vois ce que non, mais annoncer un prix de vente à 50€ pour un remake HD d'un jeu qui a pas 2 ans, je trouve ça un petit peu cavalier. D'accord avec toi. Mais moi, je suis de plus dans une optique. Les prix, tu sais, c'est toujours pareil. Enfin, c'est ce que je dis. Hein. Après, on peut ou pas être d'accord avec moi, mais
En fonction de combien tu gagnes, en fonction de qui tu es, etc., c'est cher, c'est pas cher et tout. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la qualité du jeu. Et là, j'ai l'impression que c'est une remasterisation de ce que j'en ai vu qui a l'air quand même vraiment bien foutu. Le jeu reste un chef-d'œuvre. Donc voilà. Après, Donc si tu gagnais si tu étais PewDiePie et que tu gagnais 4 millions de dollars par an, est-ce que tu paierais 1 million de dollars pour Metal Gear Solid 5? ça me ferait bien mal au cul. Voilà. Ah voilà. Eh bien, c'est à peu près le prix que coûte Grand Zeroes à mon échelle. Ah, bah, ouais, quand même pas. Mais après, si c'était super important pour moi, si je l'adorais, machin et tout, oui. Mais le truc, c'est que, enfin, c'est un débat, on pourrait en faire 10 heures là-dessus. Bien sûr. Mais pour moi, l'important, surtout dans un média, quand on l'aime, etc., c'est surtout la qualité du jeu plutôt que le prix. Enfin, tu vois, c'est comme une œuvre de peinture ou je sais pas quoi. Le cinéma, toutes les places de cinéma, elles sont au même prix. Les films durent pas la même durée et sont pas tout aussi bons. Donc, et pourtant, bon, c'est le même Mais prix. c'est pour ça que tu critiques le film sur ce qu'il est parce que tout est au même prix. Mais par contre, quand tu vas à une projection de Tous au même prix aussi. Mais par contre, une projection de film indépendant en double feature, ça va être 5 € pour voir 2 films. En location, en VOD ou en streaming, ça va être moins cher qu'au cinéma. C'est pour ça que je pense que PlayStation Now et d'autres qui arriveront à terme avec de la VOD de jeu, donc Ouais. finalement, du game on demand, ça va changer pas mal de choses parce que je pense qu'ils vont te faire des offres d'abonnement, soit global, genre tu paieras au mois, je sais pas, 100 € et tu pourras avoir plein de jeux autant que tu veux, etc. Soit à la journée ou des trucs comme ça, quoi. Alors, c'est déjà en place hein, chez Metaboly par exemple. Il y a déjà des systèmes comme ça sur PC où tu peux télécharger tous les jeux que tu veux pour 40 € par mois ou un truc dans le genre. Visiblement, ça marche assez bien parce que Metaboly, je crois qu'ils ont un peu de blé. Même si visiblement, les gens sont quand même, on va dire, amoureux de leur Steam et de leur achat ad vitam et de Good Old Games, etc. quoi. Et la plupart des mecs achètent des milliards de jeux sur Steam et ne les lancent jamais. Ah ouais, mais c'est totalement mon cas. D'ailleurs, par contre, j'ai vu que, alors, je sais pas si c'est sur Good Old Games, mais sur le site d'Atomium Indie Mag, ils ont relayé que Brother était à 3,79 € en ce moment en téléchargement sur PC. Donc, ceux qui ne l'ont toujours pas fait, oui, vous tuez parce que c'est. bah écoute, c'est mon cas, donc je vais m'empresser de l'acheter et de me le faire. Et tu joues à la manette, hein, t'es mignon. Bah du coup, ouais, je vais installer les pilotes de la manette Xbox One et je vais tester avec la manette Xbox One. Ah bah oui, parce que Browser au clavier, ça n'a aucun sens. Bah visiblement, ouais, il paraît. Oui, ça Il paraîtrait. Bon écoute Julien, ça fait beaucoup de discussions. En tout cas cette E3, il était plein de jeux, ça c'est clair. Et toi de France. De quoi De France, comment au final, toi, quel jugement tu portes là-dessus? Très déçu par Electronic Arts. Il y a quelques absents, notamment The Last Guardian, mon dieu. On m'a confirmé, hein, vraiment, hein, les yeux dans les yeux, je peux vous dire qu'il était en développement. Voilà. Ouais, putain, mais bordel de merde, je sais. Enfin, bientôt ils vont te sortir un jeu, tu reconnaîtras même pas que c'est Last Guardian. Ah non, oui, puis surtout il sortira pas sur Il va changer de titre, il va s'appeler Final Fantasy XVI et puis il ressortira dans 4 ans. De Final Fantasy et Final Fantasy XV, c'est pareil, hein. Tu l'as vu l'année dernière, mais tu l'as pas revu cette année. Hein. Exactement, et c'était assez étrange. Super, ils ont fait ça. Hop là. Ouais, pas de Kingdom Hearts, rien du tout. Pas de sexe, Tomb Raider montré comme ça dans un trailer. Oui, Tomb Raider montré chez Microsoft, voilà, pour rappeler qu'on fait des jeux occidentaux, il n'y a pas de nouveau Deus Ex, bref. Mais du coup, ouais, non, de France, d'Angoulême même, le 3, c'est toujours excitant d'aller troller, de chercher les leaks, de chercher les images. Par exemple, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait du off-camera à 60 FPS de Guilty Gear XRD sur PS4, et mon dieu que c'est beau. Donc du coup ça c'est vraiment c'est ce que, enfin moi c'est ce que j'aime, c'est vraiment aller chercher la moindre merdouille de gameplay et me branler dessus quoi. Vraiment là, même pas besoin de code Jackie et Michel, là c'est parti. Et du coup ouais, moi j'ai rempli mon pied sur pas mal de choses, même si bon il manquait, à part le Zelda qui m'a fait le petit j'aurais aimé faire plus de sur cette E3 là, ce qui était un petit peu dommage. Je pense qu'à la Gamescom il y aura moyen d'avoir d'autres annonces, même si bon du coup on sait qu'il va avoir Quantum Break
qui est quand même, Ouais. je trouve, très attendu. Et peut-être que du côté de Sony, on va avoir Media Molecule qui finalement n'a rien montré, parce que le Little Big Planet, c'est pas Media Molecule. Ah. Et peut-être le Quantic Dream. Ah oui, peut-être Quantic Dream. Ouais. Alors peut-être qu'il y aura un match, même si ça n'a aucun sens de comparer les jeux Quantic Dream et Remedy, parce que Remedy savent faire du gameplay. Et du coup, peut-être qu'il y aura un match de de la sorte à la Gamescom. Et bien, écoute, je serais ravi à ce moment-là d'en reparler avec toi sur Banzai Live. Allez, bye. Je sais pas si t'as un mot de la fin spécialement, à part de, bien sûr, qu'il faut absolument acheter un abonnement Gameblog Premium. Évidemment, parce que là, ça va sans dire. Non, alors par contre, juste, je sais que ces podcasts ont une petite notoriété maintenant, bon, grâce à Julien, mais aussi grâce à mes abonnés qui me regardent. Du coup, là, je porte actuellement un t-shirt des 6 ans de No Life. Mon Dieu, il va nous montrer son caleçon No Life. Il se lève, je ne sais pas ce qui se passe. Du coup, voilà. Mais par contre, moi, je voulais vous rappeler que No Life, en ce moment, a des soucis, de gros soucis. Donc, du coup, je vous conseille de vous renseigner sur nolife.fr ou nolife-tv. Renseignez-vous sur Nolife TV directement sur Google pour voir un petit peu quelle est la situation, faire votre opinion, voir ce que le président de Nolife a à dire. En tout cas, Nolife, c'est avant tout la chaîne sur laquelle beaucoup de gens ont découvert le Hard Corner. Tout le monde a découvert Le Visiteur du Futur, Noob la série, l'autre série de Slimane Baptiste qui est J'ai jamais su dire non, les France 5 qui est un vrai qui fait vraiment partie du patrimoine, je pense, audiovisuel culturel français. Donc du coup, eh bien, renseignez-vous par rapport à la situation de No Life et surtout, eh bien, voyez si ça vous intéresse de les soutenir. Voilà, merci à tous sur Banzai Live. Et donc Julien a bugué, il est parti. Eh bien, c'est pas grave, on lui dit quand même au revoir, on lui fait plein de bisous. Bye. Effectivement, moi, j'ai regardé la vidéo du président. Vas-y, hier. alors attends, clac, là ça enregistre. Vas-y. Ouais, je me joins vraiment à toi parce que j'ai vu aussi l'appel là, de Sébastien, du président de No Life. Et effectivement, c'est une aventure que je suis de près puisqu'ils ont 7 ans, comme Gameblog a 7 ans, que pendant une bonne partie du temps, on était très proches parce qu'on était dans les mêmes locaux. Une période en plus où c'était dur pour eux. Et là, moi, j'étais super heureux de voir qu'ils étaient bien partis, etc. Et la pub leur permettait, parce que, ok, la pub c'est chiant, mais ça permet de financer quand même des projets, des beaux projets comme le leur en l'occurrence. Donc j'envoie de bonnes ondes et effectivement j'espère que avec les abos de No Live, ils vont pouvoir passer cette mauvaise passe. Exactement, donc du coup, voilà, moi j'ai fait mon petit speech comme quoi, eh bien, c'est là-dessus que beaucoup de gens ont découvert Hard Corner. Ils ont financé une partie du film en fournissant Fusée, etc. Voilà, en fournissant le mixage du film, et puis ils l'ont diffusé deux, trois fois en prime time, vraiment, vraiment super cool. Et puis bon, maintenant beaucoup des gens là-bas sont des amis. Donc du coup voilà, donc renseignez-vous un petit peu sur ce qui se passe par rapport à No Life et voyez si ça vous intéresse de les soutenir. En tout cas, je remercie Julien donc d'être encore de nouveau sur Banzai Live, de venir avec moi dans la fange qu'est YouTube pour débattre un petit peu de l'actu jeu vidéo. Oui. Moi, je te remercie, Benzaï, et comme ça qu'on puisse discuter. C'est un peu Angers Démon, c'est ça qui est bon. C'est ça, oui. C'est un peu Zemmour Nolo. Et je remercie les gens qui nous suivent parce que je reçois vraiment beaucoup de messages, etc., de gens qui aiment bien ces discussions-là. Et je pense que c'est cool parce que depuis le début, on n'a pas les mêmes avis forcément. Hein, on est même parfois très très différents, mais c'est ça qui est bien. Et qu'on arrive à bien en débattre. Et j'ai l'impression qu'en plus, ça montre à des gens que c'est possible de débattre sur Internet sans s'insulter et tout. Mais c'est cool, c'est cool. Ah oui, mais alors attention, parce que d'ici la prochaine sortie de console, ou si je commence à jouer à Metal Gear, oulala. Ah ben, non mais tu sais que moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'MGS5 sorte, parce que moi j'espère triper, et toi je sens que tu vas pas triper, et je pense qu'on peut se faire une émission dantesque. Mais je pense que si vraiment, je pense que je vais finir par m'y mettre à ces putains de jeux, oui. Et du coup je vais les streamer en marathon sur Banzai Live, pour montrer à tout le monde ma rage de rien, et en tout cas tu pourras enfin parler en connaissance de cause. Ma Kojima-allergie des jeux Metal Gear. En soi, mais j'adore Metal Gear 1, mais c'est un truc de ouf, faut le savoir. Il faut se mettre à jour, il y en a eu d'autres qui sont sortis depuis, puis ils sont pas forcément tous mauvais non plus. Hein. Non, bien sûr. Le processeur est vraiment top, par exemple. Écoute, je vais tester. Puis regarde, la Cogitran, c'est tellement bien. Mais je t'avais proposé de m'envoyer ta version de me prêter le Grand Zeroes PS4
parce que je refusais de l'acheter. Là, je suis en train de regarder là, en même temps, là, et je sais pas si je l'ai encore. Je me demande si je l'ai pas prêté à un pote. Je vais regarder. Nous verrons. En tout cas, Tu sais, en démat, il n'est pas si cher que ça. il est à quoi? Mais il est à 30 € en démat sur PS4. Ouais. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce prix de ouf? N'importe quoi! Ben, il va baisser, t'inquiète Jamais de pas. la vie. Bah oui, bah il va passer à 1 € ou même dans PS Plus. De toute façon, j'avais dit PSN Plus avant la fin de l'année. Pour l'instant, ça tient. Attends, on est le 6e mois encore. Ah Bon, ouais. allez. Julien, merci. Je te souhaite une bonne fin de matinée car monsieur se lève. Du coup, je te dis à la prochaine. C'est toi qui le fais, tiens. Ah, non, tu le fais trop bien. Non, mais vas-y, mais je t'en prie. Sur Benzaï Live. Ah, mais voilà, mais c'est pas mal. Allez, bye. Pas mal, pas mal. Ciao. Ciao à toi.